là 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 là. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? Moteur! Le Caméflex! Aujourd'hui, je suis chez Mathias Boucard, chef opérateur. Un métier très méconnu du grand public et pourtant l'un des plus passionnants et essentiels. Sans chef op, il n'y a pas de lumière pour éclairer les comédiens et le décor, pas de cadre, pas de mouvement de caméra. Mathias incarne la nouvelle génération de chef op, capable d'éclairer subtilement des scènes avec des palettes de couleurs variées et des mouvements de caméra hyper immersifs. Dans le travail de Mathias, il n'y a pas d'esbrouf, les images sonnent juste. Dans ce 3e épisode, on parle de l'importance de cadrer avec ses yeux, de se faire confiance, d'oublier la technique pour profiter de l'instant et surtout de s'amuser. Donc du coup, Mathias, qu'est-ce que ça fait de filmer Nathalie Portman? Je commence par la question girl, un peu putaclic. Ah ouais, d'accord, ok. La question salle d'attente de dentiste. Exactement. Alors, mais vraiment, elle était... qu'est-ce que ça fait? Eh bien, écoute, je vais te dire ce que ça fait. Je vais te raconter un moment pour te dire ce que ça fait. Tu vois, donc il y a la préparation, il y a le stress de la préparation, il y a le stress de tout le monde à son niveau en fonction de son poste qui se demande, tu vois, qui se pose des questions sur Nathalie Portman, comment elle va être, qu'est-ce qui va se passer, à quelle heure elle va venir, est-ce qu'elle va repartir tôt, enfin bon, voilà, c'est une star mondiale, ouais. C'est quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans. Donc tu vis tout ça, la préparation, etc., tes premiers contacts avec elle, le premier moment où elle arrive sur le plateau, qui est absolument pas intime, parce qu'on te l'amène, tu vois, 2 minutes avant le plan ouais. Tu l'as répété avec une doublure, et elle arrive, elle tourne, tu te rends compte que c'est Nathalie Portman, mais bon, je tournais en 35, donc j'étais en train de regarder les fausses teintes, le soleil, le truc, j'étais au pire moment de la journée. Il était 14h, on était à Malibu, on était sur un pont en bois, il faisait super chaud, plus la chaleur du moment d'arriver, etc. J'étais avec le steadicammer de Ditkins, qui est un mec super, tu vois, qui a l'habitude de gérer un peu les trucs un peu tendus, Donc je me retrouve avec tous ces techniciens, ricains, machin, etc. On fait ce moment-là, bon, franchement, zéro émotion, dans le contrôle, de 8, de 8,5, 4 de diaph, le verre de contraste, tu vois, tous les appareils, voilà quoi. Bon, mais évidemment, tout ça, c'est une fois que c'est parti, ce qui est génial sur un plateau, c'est qu'une fois que c'est parti, c'est fini. Le film, il avance tout seul. Okay. Tu vois, c'est fini, les questions, comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, gérer le stress, les questions des gens, ton propre stress, tes propres questions. Le film, il avance tout seul, avec ou sans toi, en fait. Il va se faire, le film. Donc, une fois que c'est parti, ça, c'est quelque chose qui retombe. T'as mis la première boîte, la deuxième boîte. Ouais. T'as fait le plan, voilà. Pas une grande émotion parce que je suis dans le stress, mais bon, voilà. Et le soir, on termine sur la plage avec la séquence de la serviette où elle regarde comme ça la caméra, regarde caméra, etc. Serviette. Donc, moi, je voulais mélanger les formats. Donc, j'avais plusieurs émulsions. J'avais 3 caméras de prêtes avec du 35, du Super 16. Et même dans le 35, j'avais des émulsions différentes. Et la dernière, mon idée sur la dernière séquence en chien-loup, c'était pour pas faire un truc trop parfait, chien-loup, au bord de la plage. Je voulais y aller en Super 16, en 500, en la poussant d'un diaph. Donc avec vraiment du gras, quoi. Tu vois, de la texture, quoi. Là, je suis encore dans la technique. Mais... Et arrive le moment où on me donne la caméra, c'est le chien-loup, c'est toujours excitant parce que c'est toujours le moment magique où tu sais que ça va pas durer très très longtemps. Ouais, t'as pas beaucoup de temps pour tourner. Toi, tu freines des cas de fer parce que tu sais que si tu commences à tourner trop tôt, comme tu tournes trop tôt, du coup, le reste de l'équipe, il va se dire c'est bon, on a la prise, et t'arriveras pas à dire non, ça c'était pas la bonne prise, c'était la prise juste le temps que ça arrive, quoi. Voilà, c'est maintenant, donc il faut savoir résister à ce moment-là, donc c'est toujours un moment où il faut être un petit peu dur. En général, moi, je m'éloigne un peu, tu vois, je fais plein de trucs, plein de gestes, je bouge dans tous les sens, personne n'a envie de me parler parce que j'ai l'impression que je suis en train de tout ça pour attendre le bon moment. Ouais, juste pour attendre le moment qui me plaît, c'est-à-dire, tu vois, là, tu regardes le ciel, tu regardes si c'est bleu, si c'est rouge, si c'est jaune. Et il y a ce moment-là que je voulais du violet. Je voulais absolument quelque chose de rose, mais qui est plus de bleu que de couleur. Pourquoi ? Parce que j'avais envie que ce soit un moment un peu froid et que la chaleur dans l'image, elle vienne avec elle. Je trouvais ça joli sur la peau. D'accord. J'avais envie de quelque chose un petit peu... J'avais pas envie de quelque chose... Tu vois, dans les chiens-loups, t'as le moment où c'est rouge, le moment où c'est jaune, le moment où c'est rose. Et il y a la fin du rose se transforme en violet avant que ça devienne complètement bleu, quoi. Ouais. Et moi, je voulais ce moment-là parce que c'est ce que je voulais faire à l'image.
J'aime bien, je sais qu'on peut le refaire plus ou moins en post-prod, etc. Mais le problème, c'est que en post-prod, moi, je le vis pas. Et c'est dommage parce que moi, je le vis en tournage. Donc, j'ai envie de vivre les images en tournage, pas en post-production, quoi. Et du coup, il y a ce moment-là où je prends la caméra, je commence à tourner sur elle. Et là, on est en Super 16, donc on a une boîte de 10 minutes. Et là, c'est que du regard caméra. Juste pour préciser, pour les gens qui sont pas dans ce milieu-là, c'est quoi une boîte de 10 minutes ? Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ta boîte, elle a un métrage quand tu tournes en film. Et le métrage détermine le nombre de minutes que tu as. Mais quand tu dis boîte, justement, c'est quoi ? Bah, en fait, c'est une boîte de pellicule de 122 mètres que tu mets dans ta caméra. Et ben là, c'est un peu comme la vidéo. Maintenant, on a des cartes. Mais là, avant, c'était des boîtes. Et c'est une boîte de pellicule quoi, qui tourne. Comme quand tu changes tes pellicules argentiques dans ton appareil, dans ton réflexe. Sauf que là, on appelle ça une boîte. Quoi. Voilà. Parce que ça arrive dans une boîte, mais en vrai c'est un magasin en fait. On appelle ça. Enfin non, la boîte, tu prends la pellicule, tu la mets dans un magasin, donc après bon, suivant le mot que tu utilises. Mais en tous les cas, c'est un compte à rebours. Parce que la pellicule elle commence et puis quand elle se termine, bah, c'est terminé. Tu sais que tu as une pause de 5 minutes, mais c'est très très rare de pouvoir. Tu sais qu'avec une star comme ça, tu vas pas prendre 5 minutes, recharger, machin, etc. Elle te donne le truc une fois, il faut être dedans quoi. Donc il y avait déjà eu des petites émotions dans la journée, mais on était encore dans la technique, on était encore dans le stress de sortir le film, il faisait chaud, on était sur la plage, etc. Là, le petit moment magique, tout le monde prend enfin une respiration, moi y compris parce qu'on attend ce moment de lumière. Nathalie qui a tourné avec Malik, avec elle connaît Chivo, ce genre de préoccupation. Elle connaît ce genre de lumière, elle connaît ce genre de moment, donc hyper agréable parce qu'elle sait très bien que c'est le moment du chef-op où il faut attendre et qu'elle va être belle à ce moment-là. Et là, je prends la caméra et la séquence que Manu voulait, c'était vraiment quelque chose en caméra subjective où elle regardait vraiment la caméra. C'était tout un truc il fallait vraiment qu'on ait l'impression, embarquer le spectateur et qu'il ait l'impression d'être sur la plage. Et donc, on part tous les deux. J'ai la caméra, donc 16 à la main. J'ai la main gauche libérée pour pouvoir la rapprocher de moi ou la tirer ou tu vois, et jouer avec elle en fait. Donc on part sur la plage et là je suis tout en regard caméra et pendant 10 minutes en fait je la regarde à travers la caméra, elle me regarde moi, mais en fait elle regarde la pellicule et les spectateurs, hein, mais bon je suis le premier spectateur. On s'assoit, elle se relève, etc. Et là je sais qu'à un moment je me dis quand même c'est Nathalie Portman. C'est Nathalie Portman quoi. C'est pour ces moments. Ouais, à ce moment-là, je me suis rendu compte un peu après coup, genre en fait c'est quand même. Non, en tournant. Tournant. Pendant la prise quoi. Ouais. Et je me suis rappelé un truc que m'avait dit Frédéric Tellier quand j'avais fait Les Hommes de l'Ombre. On faisait Les Hommes de l'Ombre avec Nathalie Baye, qui est quand même une grande actrice, qui a tourné avec Truffaut, avec Spielberg, etc. Et on prépare le premier plan son premier plan à elle sur le film. Ça faisait déjà une semaine qu'on tournait. Et donc elle arrive. Nathalie, c'est quelqu'un qui en impose. Hein, quand elle arrive sur un plateau, on sait qu'elle est là, on sait qu'elle vient d'arriver, on sait qu'elle va arriver sur le plateau. Et là, il y a Frédéric, mon pote, qui vient voir et qui dit je peux te parler 5 minutes je me dis putain, je fais une connerie, tu vois, je sais pas, c'est trop bleu, c'est trop jaune, c'est trop vert, le travelling bouge, qu'est-ce qui se passe, etc. Et il me dit tu vois, là, il y a Nathalie Portman, non, il y a Nathalie Baye, encore une Nathalie, tiens. Tu vas filmer Nathalie Baye, prends 5 minutes et profite. Tu vois. Pense pas trop qu'il va falloir qu'on affronte la journée, que est-ce qu'elle va être belle, pas belle, le maquillage, la coiffure, quel objectif. Il me dit juste prends 5 minutes parce que dans sa carrière de cinéma, quand on a des points de rendez-vous comme ça avec des actrices, avec des moments, avec des réalisateurs, avec des rencontres, et j'en ai eu quelques-uns dans ma carrière, il faut pas oublier de profiter. Faut pas être que dans le moment de la concentration pour réussir, etc. Faut juste prendre 5 minutes et se dire tu vois, t'as voulu faire ce métier, tu t'es tapé, t'as déchargé des camions, et puis des camions, et puis des camions, puis un jour un peu moins, et puis après t'as fait tout ça. Et puis là, t'es là, et t'as une grande actrice qui a tourné avec Truffaut, qui a tourné avec Spielberg, qui est devant ton objectif. Profite, prends 5 minutes, et profite du moment, vis-le maintenant. Parce que tu le vivras pas après, en fait. Parce qu'après, t'es dans la technique. Si t'es pas dans le moment, tu te dis, ça vient de passer. Ouais, puis t'es dans la technique, quoi. Puis t'oublies de prendre du plaisir aux choses, tu vois. Et je me suis rappelé ce moment-là en le vivant, en étant avec Nathalie Portman et en me disant, c'est cool, tu sais quoi, je suis pas en train de faire le film Dior, je suis pas en train de faire je suis en train de filmer Nathalie Portman, de prendre du plaisir, je m'éclate,
Donc elle était là, elle tombait sur le sable, je tombais avec elle, je me relevais, Ah ouais, etc. d'accord. Non, c'était génial, Ouais. c'était vraiment super. La prise, elle a duré 10 minutes. Et du coup, peut-être qu'elle aussi, elle s'est plus amusée sur cette prise-là que sur les autres. Ouais, je pense, oui, parce que c'était plus simple. C'était Ouais. plus simple. Après, une bête de plateau, Nathalie. Elle est géniale, c'est une grande actrice, et comme toutes les grandes actrices, elles ont besoin d'une certaine attention. Mais elles ont besoin d'une certaine attention pour très très vite avoir la confiance. Et après, quand elles ont la confiance, elle arrive sur le plateau, elle sait à quoi sert un chef opérateur, à quoi sert un grip, un machiniste, pardon, à quoi sert un électro. Ouais. Qu'est-ce que tu dois lui dire ? Nous, on se regardait tout le temps avant chaque prise, juste pour voir sur ses placements, pour voir si son corps c'était bien, si elle était... Parce que elle est actrice, mais elle est actrice dans une pub Dior, donc dans une pub où elle doit être belle. En tout cas, dégager quelque chose, un rapport avec la beauté. Et du coup, elle sait très bien que ça, c'est le positionnement avec le chef opérateur, entre autres. C'est clair. Évidemment, j'oublie pas le réalisateur, etc. Mais c'est vrai que c'est ce petit moment-là. Après la prise, elle va me regarder, je vais lui dire oui, je vais lui dire non, avec les yeux, je n'ai même pas besoin de lui parler. Ouais. Et avant, c'est pareil. Ouais. Et de temps en temps, je vais lui dire attention, remonte un petit peu ton menton, descends un petit peu, Ouais. t'es un peu plus de côté, tu vois. Mm. Donc c'est tout doucement que tu prends ça. Surtout, elle a besoin de sentir que tu la respectes, elle a besoin de sentir que tu as une distance, tu as la bonne distance. Mm. Donc après, c'est elle qui décide quelle distance elle veut que tu aies, mais que tu restes à cette distance-là. Et que tu es au service du film, mais du film à travers elle. Elle venait d'accoucher ton deuxième enfant, 6 semaines avant. Elle était donc maman sur un plateau, en Miss Dior, c'était pas rien. Et évidemment, comme c'est une grande actrice, tout ça, on le sentait pas sur le plateau, quoi. Ouais. Donc voilà, de l'émotion pure, simple, de cinéphile, moi j'adore Nathalie Portman, je trouve que c'est une grande actrice. Donc de l'émotion simple et en même temps aussi beaucoup de... Enfin, j'aurais pu vivre ce moment-là que j'ai vécu sur la plage à ce moment-là parce qu'il y avait l'ambiance, parce qu'il y avait la lumière, parce que c'était calme, parce qu'il y avait les sensations, le feeling, tout le monde était détendu parce qu'on avait rentré la première journée. J'aurais pu le vivre avant, mais j'avais pas pris moi 5 minutes pour le vivre avant. Ouais, c'est ça. Et donc ça fait ça, quoi. Ça fait juste des... Si tu prends le temps, ça fait des belles émotions. Est-ce que finalement ce métier-là, chef-op, mais comme réalisateur aussi, c'est pas vivre pour parfois un petit instant dans une journée de tournage qui va justifier parfois toute ta carrière. Bien sûr. C'est-à-dire ces 5 minutes dont tu te souviens après. Ouais. Alors, oui, toute ta carrière, c'est un peu beaucoup. Non, mais je veux dire, souvent dans des projets, quand j'essaie de me rappeler par exemple des projets que j'ai faits, j'ai souvent un flash qui me revient, c'est un moment précis de féliciter, on va dire, comme disait Maxime aussi au montage, c'est-à-dire un moment qui résume un peu chaque projet, une émotion que tu as vécue et qui définit un peu ton souvenir de ce projet. Oui, complètement. À la fin, tu le résumes à un moment. Non, mais ça, toujours. Ouais. Mais c'est comme ça dans la vie de manière générale. Hein. On se rappelle de quelques émotions de notre enfance qui sont collées à des souvenirs, ou bien c'est des émotions fabriquées qui sont collées à des souvenirs, parfois juste une photo qu'on pense avoir vécue alors qu'on l'a pas vécue, mais on se rappelle juste de l'émotion. Donc c'est un peu pareil, parce que c'est vrai qu'après les plateaux s'enchaînent, tu tournes, tu changes de plateau, de gens autour de toi, tu changes toutes les collaborations, et à la fin, oui, il reste ça. C'est évident que y a un petit moment que j'ai compris qu'il fallait profiter de ces moments-là de tournage pour emmagasiner des émotions et parce que c'est à ce moment-là qu'on vit quand même le film. Et chef opérateur, c'est un métier de terrain. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Je suis un homme de terrain. Voilà, je suis le mec sur le terrain. Et j'ai besoin quand même de fabriquer ça. Alors des fois, même pas des fois, c'est toujours d'abord ma relation avec le réalisateur. Ça, c'est vraiment hyper important. Quoi. C'est-à-dire j'ai besoin de l'aimer, j'ai besoin de l'admirer, j'ai besoin d'avoir envie de tourner avec lui. Mais sans forcément d'être dans un rapport d'apprentissage toujours, même si moi, c'est ce qui me guide, quoi. J'adore apprendre. Mais en tous les cas, d'aimer la personne, d'aimer l'être humain, d'avoir envie de, ensemble, faire un grand truc. Et puis des fois, tu prends un peu de recul et ça ressemble à rien ce que tu es en train de faire. Mais toi, dans ta bulle du tournage, tu es en train de faire un grand truc, quoi, tu vois. C'est pas pour briller, mais c'est juste grand au sens des émotions, au sens de ce que tu fais, quoi. Et
et c'est évident qu'à la fin, c'est sûr que du tournage de Nathalie, ce truc-là, je veux m'en rappeler, pas parce que c'était un moment, une anecdote, c'est parce que c'était une émotion. C'est ça. Et du coup, j'ai envie de revenir sur un film que tu as fait avant, une autre pub. Le métier de chef opérateur, Mathias, c'est un truc que je vais refaire. Le métier de chef opérateur, Mathias, finalement, c'est un des métiers qu'on connaît le moins quand on est grand public. Directeur de la photographie, quand tu dis ce terme-là, ou chef opérateur, les gens se disent attends, tu fais les photos sur le tournage. J'ai dû l'expliquer 250 fois à tout le monde. Exactement. Et une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce podcast, même au début, j'avais même pensé à faire un podcast uniquement sur les chefs-op. Après, j'ai voulu ouvrir parce qu'il y a d'autres gens que j'ai envie de rencontrer aussi, mais pour moi, dans les métiers du cinéma, le métier de chef-op, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais c'est pour moi le métier le plus fascinant, même au-delà du métier de réalisateur, parce que le métier de réalisateur, on en a tous une image, et donc tout le monde se projette un peu dans des idées assez fausses, mais alors le métier de chef-op, en tout cas pour les gens qui vont voir des films, la plupart des gens d'ailleurs pensent que c'est le réalisateur qui filme. Bien sûr. Et du coup... c'est plus simple, il faut simplifier les choses pour que les gens les comprennent. C'est ça. Mais donc du coup, il faut simplifier l'image de la fabrication pour le grand public. Bon, il y a des acteurs, un réalisateur. Ouais. Voilà. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce métier. Et pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle du film pour Nike qui s'appelle Dadadding, qui a été réalisé par François Rousselet pour Division. C'est un film du coup que pas mal de gens ont vu sur Internet. Donc c'est quelque chose qui va parler aux auditeurs. Moi, j'étais frappé par ce film. Du coup, à chaque fois que je vois tes films, je sais jamais à quel point je suis frappé par ta photo ou par le duo avec le réal, parce que c'est à chaque fois des très bons réalisateurs. Mais en tout cas, dans ce film-là, il y a... Monsieur, c'est très bien dit, hein. À chaque fois, c'est la... On sait jamais séparer les deux, et du coup... Mais il faut pas les séparer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a des... À partir de ce film-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que j'aime la photographie de ce film et aussi la réal, mais bon, si on part vraiment photo... Il y a une palette de couleurs fluo qui est présente dans tout le film. Et il y a des mouvements de caméra qui sont assez intrusifs au niveau des personnages. Si on découpe le film et qu'on regarde, t'as filmé les corps à peu près dans tous les angles possibles. Il y a même un moment où tu passes au-dessus d'un personnage, derrière, devant, sur les côtés, serré, large. Il y a une palette assez impressionnante de mouvements. Et finalement, les mouvements, ils sont souvent assez violents en épaule. Ils sont très brusques et du coup hyper immersifs. Du coup... C'était pas l'épaule d'ailleurs, c'était du Movi. Ah ouais, c'était du gimbal, Le D'accord, gimbal, c'est un petit système de stabilisation. Mais que j'ai utilisé violemment. C'est ça. Un peu comme le Steadicammer de Malik qui fait du stead mais qui fait des trucs un peu comme ça. Du coup, c'est drôle que je pensais que c'était de l'épaule. En tout cas, on a l'impression que c'est de l'épaule. Il y a un petit peu d'épaule aussi, tu vois. Mais du coup, ce tournage, il avait l'air d'être assez dingue. C'était une pub qui dure plus de 1 minute ou 2. Je crois que c'est même plus que ça, même. C'est 2-3 minutes même. 2 minutes 30, je crois, 2 minutes 45. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez long, mais en fait, on se laisse complètement emporter, un peu comme dans un clip, en fait. Du coup, musique aide beaucoup. La musique aide beaucoup. La musique te permet de temps en temps, quand tu décroches, elle est hyper visuellement, tu écoutes et puis tu reviens. Ouais, et puis le sound design accompagne aussi. Du coup, comment ça se passe, par exemple il y a une chose essentielle, c'est le duo réalisateur chef-op. Bien sûr. C'est quoi ta collaboration avec François Rousselet, notamment sur ce film ? Comment ça se passe ? Comment il t'a pitché ce projet, par exemple ? Alors, François, c'est quelqu'un de très précis. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller. C'est quelqu'un qui, quand il t'envoie une note d'intention, c'est pas une note d'intention pour séduire un client. Une note d'intention, c'est une bible de fabrication du film. C'est un outil de travail avec lequel on va travailler, on va regarder, tu vois. Donc ça, c'est déjà le premier truc qui est important à dire aux jeunes réalisateurs, d'ailleurs. Parce qu'au final, quand t'es là un peu à râler, en train de faire ta note d'intention, etc., parce que tu te dis, quand ça fait 15 fois que tu fais une note d'intention pour un projet perdu... Ouais. C'est ça aussi, quoi. C'est qu'après, c'est un outil avec lequel tu vas fabriquer le film. Alors, c'est hyper dur parce qu'à chaque fois, tu es obligé de t'imaginer, puis des fois, tu ne tournes pas. Mais... Donc, François, c'est un peu ça. Déjà, je reçois la note d'intention. Le film, il existe. Tu as la note d'intention. Il est déjà vivant dans la présentation. Il est vivant, il a envie. Il y a toujours 2-3 visuels très, très forts qui vont se retrouver à la fin du film. La fille qui court, il va faire des Photoshop. Tu vois, prendre la fille qui court dans la poussière, il avait déjà imaginé ça dans sa tête.
D'ailleurs, je vais le préciser parce que voilà, il travaille chez Division avec Jules, le producteur, et c'est dans sa collaboration aussi avec Jules à ce moment-là, au début du film, où il commence à sortir ces belles images, etc. Parce que c'est une collaboration. Ce film, c'est vraiment une collaboration. Et il y avait aussi, alors bon, je vais pas faire le remerciement des Césars, mais c'est vrai que tous les postes, le film est réussi aussi parce que franchement, tous les postes, tout le monde s'est vraiment donné. Ouais. Moi, à la fin, ça se voit parce que peut-être que j'ai filmé l'Inde un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Bah, il y a tout le ça temps fait un peu du bien. Il y a tout le temps une palette désaturée pour l'Inde, c'est sablonneux, un peu orange. Non, mais ça, alors que là, c'était il y a un plein d'autres truc, couleurs, ça, quoi. c'était quelque chose que j'avais en tête, Ouais. de me dire, j'ai envie de faire un film positif. Ouais. J'ai envie de faire un film, enfin, à l'image, hein, parce que, et ça sentait ça. Il y avait François à ce côté-là, pop, généreux, positif. Ouais, en fait, on sent quand tu vois le film, enfin après, ça c'est peut-être un point de vue de l'intérieur de ce milieu-là, mais on sent que vous avez kiffé ce tournage. Ah non, mais bien sûr. Et que chaque moment. Alors ça va t'étonner, mais c'est probablement le tournage le plus dur de ma carrière. Le plus dur physiquement. Il y avait une canicule. Courir. Ouais, il y avait une canicule énorme. Il faisait très chaud. L'Inde, c'est dur. C'est pas simple de tourner en Inde. Il fait moite en plus. Il fait moite, c'est pas simple. Il y a du monde. des grosses équipes, il y a du monde partout. Mais je trouvais ça intéressant parce que finalement, on parle de l'Inde, on parlait des femmes en Inde et... Ouais, qu'on voit finalement peu à l'image en fait. Souvent dans les films en Inde. Oui. Bah, soit on les voit danser, soit on les voit... Mais là, c'était la jeune génération, quoi. Ouais. La jeune génération qui se rebelle, qui est là pour exister comme une entité, comme... elles ont vachement de caractère, elles sont... Enfin, moi j'ai adoré. Ouais, mais c'est vrai, c'est que des gens vrais, hein. C'est tous des gens vrais. Personne n'a été pris pour quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Ça, c'était le super boulot de l'agence, du producteur et de François, quoi. Ils sont arrivés avec un casting vivant. Donc après, tu n'avais pas envie de dénaturer ça. De dénaturer ça. Et surtout, ils sont arrivés avec des filles qui avaient toute une énergie. C'était pas juste un visage ou une aptitude. Ouais. Elles avaient toute une énergie. Tu vois, et faire du crossfit en Inde, au milieu de Mumbai, etc., tu vois, c'est pas comme être dans le 10e et aller à sa petite salle de crossfit, tu vois, c'est pas pareil, quoi, tu vois, c'est la densité de la population, etc. Donc de toute façon, ça, c'était dans le film. Ouais. Et François, dans son style pop, donc, généreux, coloré. Il avait déjà ce truc-là coloré. Il avait envie, bien sûr. Et toi, t'as voulu l'appuyer aussi parce que tu voulais pas. Oui, moi, j'avais plein d'images dans ma tête. Je pourrais te montrer un ou deux bouquins, tu vois, sur Cuba. J'ai pensé beaucoup à Cuba. Ok. Tu vois, parce que c'est intéressant parce que c'est à l'opposé. Oui, mais tu vois, la Havane, ça a ce côté un peu tout décrépit dans les maisons, etc. Et tu sais, ils ont tous éclairé avec des néons verts, machin, etc., bleu, jaune, parce que il y a pas vraiment enfin, je sais pas comment c'est maintenant, mais quand j'étais allé il y a 10 ans, il y avait pas vraiment d'éclairage public à proprement parler ou de code d'urbanisme pour dire les lumières elles sont comme ça. Du coup, c'est une espèce de patchwork de palette de couleurs. Et puis de temps en temps, t'as un bar à salsa avec de la lumière rouge qui sort du bar à salsa. Alors les Indiens, ils ont déjà ça. Attention, il y a Bollywood, il y a tout ça, etc. C'est déjà assez cool. Mais comme quand tu filmes, tu te rappelles toujours d'un truc que tu as vécu ou que tu as vu, en tout cas moi en ce qui me concerne, tu vois. Et je me rappelais de ça et je me disais, ouais, ces murs décrépits, cette couleur, cette chaleur de vivre, etc. Et on est arrivé en Inde, évidemment, tu retrouves ça. Et je me suis dit, bon, ça va être quoi la réinterprétation? Alors oui, quand je dis je pense à la Havane, j'y ai pensé 5 minutes. Tu vois, c'est des images qui me viennent en tête de choses que j'ai déjà vécues, tu vois. Et après, tu arrives là-bas. Et tu te dis, j'ai pas envie. Et franchement, de temps en temps, on tournait, c'était vraiment sale, il y avait des rats partout. Enfin, c'était un peu compliqué. Il y a certains décors, c'était un peu compliqué, quoi. C'est l'Inde, bah bon, c'est pas un cliché de temps en temps, c'est un petit peu dur, voilà. Ouais. Mais par contre, tu regardes tu arrêtes de regarder le décor, tu regardes les gens dans les yeux et dans leur sourire. Et là, t'es dans un autre pays, tu ne vois plus tous ces trucs-là, tu sens une espèce, déjà, les gens, comment ils se respectent, etc. Enfin, bon, j'ai une vision un peu de mec qui est allé en tournage là-bas, hein. Je connais pas l'Inde, hein, tu vois, je suis pas un spécialiste de l'Inde. Mais quand même, quand tu passes 3 semaines avec une équipe technique sur place, que tu manges à table, il n'y en a pas un qui est de la même religion, donc du coup, il n'y en a pas un qui mange pareil, d'un coup, tu comprends pourquoi il y a 450 plats différents, épicés différents, etc. Les tournages de pub sont assez homogènes quand même oui, exactement. Donc, il y a tout ce truc-là, ce contact avec la vraie population, des gens qui tournent, etc., où on est sur place. Et bref, et donc quand
tu es là-bas et tu sens tout ce truc-là positif, le projet positif, les gens ont envie de raconter un truc, t'écoutes la musique, ça bouge, etc. Après, il y a les images qui viennent en tête. Mais par contre, moi, j'avais un truc d'énergie. Et j'avais un truc de... J'en ai un peu marre du film Nike, un peu bleu-gris, tu vois... Les testimonials qu'on voit partout. Ouais, là, que j'aime beaucoup. J'adore David Fincher, tout ce qu'il fait. J'adore, parfois, je fais des films, je pense à lui, etc. Parfois, tu vois, tout ce truc-là, c'est un peu cette iconographie de l'image, mais qui est un peu masculine aussi, tu vois, un peu gris-bleu, argenté, cuivré. C'est ça. Tu vois, tout doit être métallique, tout a un rapport à la puissance, à la force. Ouais, là j'ai envie que ce soit... franchement, dans l'image... Et c'était l'intention de François. Je dis jeu, mais c'était à chaque fois, en fait, le jeu, c'est on, quoi, avec François, avec Jules, avec l'agence, etc. T'as envie de raconter une autre histoire, quoi. T'as envie de dire, les gars, le sport, c'est super, c'est un truc épique, c'est un truc héroïque, c'est aussi un truc fun. C'est aussi un truc qui te fait bien commencer ta journée, tu vois. Clair. Et ça te met dans un mood aussi positif pour travailler. Et moi, à l'image... Et pourquoi c'est fatigant, alors? Voilà. Et moi, à l'image, pour exprimer ça, mon travail, c'est les couleurs. Et j'avais envie de trouver des couleurs qu'on n'a pas d'habitude et que l'Inde, elle soit... Et ce qui est super avec ce film, en dehors de la reconnaissance internationale au niveau dans la publicité, parce qu'il y a eu quelques... Enfin, voilà, les gens l'ont vu, donc c'est toujours agréable quand les gens voient un film et qu'ils l'aiment. Ce qui est super, c'est tous les messages de jeunes chefs opérateurs, de production, d'acteurs, indiens que j'ai reçus. Qui étaient hyper hyper de cette nouvelle image. J'ai reçu des films de gens qui avaient fait en copiant ça, c'est le meilleur des remerciements. Ah, mais c'était génial. J'ai reçu des scénarios de Bollywood pour aller faire des films là-bas. C'est ouf. Non, c'était génial parce que les mecs se projetaient là-dedans et avaient envie, quoi. Et donc, je me suis dit, tout ce truc-là c'est toujours pareil, quoi. Tu prends un peu plein d'idées, plein d'images en tête. Bollywood, tu vois. Là, je parle pas de Bollywood, mais l'imagerie de Bollywood. Je me suis dit, faut la réinterpréter en moderne, dans une pub Nike. Mais il y a des moments où, quand je savais pas s'il fallait oser, je me disais, ose, parce que eux, franchement, ils auraient vraiment osé, quoi. C'est clair, ils ont pas peur d'essayer des choses qui sont parfois un peu bizarres. Donc ça naît comme ça, tu vois. Voilà. Et attends, je me suis perdu dans mon truc, je voulais enchaîner. Mais j'étais vraiment... excuse-moi, parce que je termine. Parce que c'est vraiment le maître mot. J'avais envie de modernité. Dans ce pays, avec toute cette histoire, chargée par toute cette histoire, tu vois, avec... tu côtoies tous les siècles. Si tu changes de quartier, des fois, tu as l'impression de reculer d'un siècle, tu vois. Mais j'avais envie de l'impression de modernité parce que, en fait... Et en plus, c'est vrai, c'est un pays qui va vers l'avant. Et on voit dans l'image, dans les compositions, que c'est tout le temps à cheval entre des quartiers un peu décrépits et des gens très modernes, en recherche de modernité, même dans leur façon. Franchement, il n'y a pas de voyeurisme. C'est-à-dire, il y a des gens qui regardent au début du film, si tu regardes bien, il y a des mecs qui sont à un balcon, assis sur un toit, torse-poil, en train de regarder, en train de sourire, etc. C'est du live. Ils regardaient vraiment ce qu'on était en train de faire, ils se marraient, quoi. Tu vois, on n'a pas recréé, on n'a pas demandé à un mec de venir, tu vois, torse nu, pieds nus, et se mettre sur un toit parce que c'était cool. On l'a jamais faké, quoi. Tu vois. Nous, on a mis des filles, des femmes, tu vois, en tenue de sport, et on leur a dit, allez-y, kiffez, quoi, et on envoie, quoi. Et c'est la générosité de François à aimer ces genres de moments qui a fait que ça a fait monter la... Et tu disais que c'était un des tournages les plus fatigants. Ça, du coup, c'est un truc aussi que les gens connaissent, enfin, se doutent pas. C'est à quel point un tournage est fatigant, et d'autant plus pour un chef-op dans un film pour le sport, où la caméra est en mouvement quasiment constant. C'était très dur. Du coup, ça se passe comment physiquement, quoi, d'être chef-op de manière générale? Écoute, moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, j'ai fait de l'aviron, tu vois. Donc t'avais une condition physique, c'est que... De toute façon, c'est sûr, il faut avoir une condition phique. Clairement. Après, il y a des énormes chefs-op qui n'auraient pas du tout de condition physique et qui faisaient des films magnifiques, tout en mouvement. Enfin, c'est pas une condition, tu vois. C'est pas obligatoire, hein, mais bon, c'est mieux de se sentir bien parce que la journée, elle paraît moins longue. On est fatigué, plus tard on est fatigué dans la journée, mieux c'est pour réfléchir et puis aussi pour continuer à être manager de ton équipe et à être, tu vois, à continuer à être dans le travail de groupe, quoi.
Donc voilà, après, c'est super dur, mais je suis sûr que ça va te parler quand tu es en train de faire un truc que tu aimes. Ouais, la douleur, elle vient après. Et quand t'es immergé dedans, Ouais. t'es pas là-dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. comme quand tu sais, c'est le moment où tu es en train de courir C'est et ça. tu cours, t'es un peu fatigué, tu continues et puis d'un coup, tu rentres dans un espèce d'état où t'arrêtes de réfléchir. On en revient à ce Et truc-là. puis les pas s'enchaînent. C'est ça. Et après, c'est toi et ton instinct et ta caméra. Et puis tu t'as fait un plan, t'as envie d'en faire un. Et puis t'es pas là pour te plaindre. De toute façon, franchement, même si c'était dur, je veux dire, on était là, nous, occidentaux, à venir tourner avec notre caméra, tout notre matos technique, etc. Je veux dire, franchement, tu te plains pas, quoi. Ouais, c'est clair. Tu te tais et puis tu filmes. Parce qu'à côté de toi, c'est 200 fois plus dur et ils ont 200 fois plus le smile. Ouais. Donc dès que j'avais un petit doute et que je commençais un peu à être fatigué, je regardais et je reprenais une dose d'énergie et d'humilité, tu vois, dans l'équipe, quoi. Ouais. Parce que t'avais des mecs qui dormaient dans les camions, quoi. Enfin, je veux dire, c'était, tu vois, t'as les mecs qui avaient la même journée que toi en plus dur et qui à la fin rentraient pas chez eux parce qu'ils habitaient à 4 heures et qui dormaient dans le camion tranquille et le matin, c'était les premiers à t'accueillir et à te dire ça va, sœur, tout va bien. C'est Donc marrant bon. que... Tu vois. C'est marrant ce que tu dis sur le... Même quand t'es fatigué, l'état de transe, dans l'épisode 2 avec Dali, il a eu la même remarque sur le plateau, c'est-à-dire que quand tu dépasses un certain stade de travail ou de fatigue, enfin tout est mélangé finalement, et t'es dans un mood en fait, et c'est pareil en réel, où t'as plus la même perception du temps, de la fatigue et ouais, du temps qui passe surtout. Genre une journée de tournage peut avoir l'air de durer 5 minutes et du coup ça c'est un truc je pense qui se sent dans les films que tu fais. En fait en préparant l'émission je me suis dit pourquoi j'aime bien ton travail. Ouais. Et en fait c'est pas si facile à expliquer parce que si on regarde ce que t'as fait, bon il y a la patte que je trouve le point commun, c'est que tout est fait avec goût, mais ça c'est pas c'est de la technique, c'est pas descriptible. Non, mais tout est fait avec goût dans le sens où la lumière et le cadre va toujours dans le sens du film. Ouais, bien sûr. Après oui, c'est beau, mais c'est pas que ça, quoi. Beau, c'est pas compliqué. Et donc et après il y avait quand même beaucoup de films avec en tout cas de l'effet épaule, pas forcément si c'est tourné à l'épaule. Et du coup bien que ce soit un métier que j'aime beaucoup et que je connaisse, parce que j'en ai fait un peu à mon petit niveau avant, j'ai lu un bouquin pour préparer cette émission qui s'appelle L'œil à la caméra, je sais pas si tu connais, de Dominique Villain. Je l'ai lu il y a très longtemps. Ouais. Et en fait, du coup, ça parle surtout du métier de cadreur, il parle pas trop du métier de chef-op dans le sens lumière et cadre, ça parle que du cadre. Mais ça a donné des billes assez intéressantes pour préparer l'interview. Oui. Notamment... il y a des citations de Godard en fait qui parlent du cadrage à l'épaule et j'aimerais bien te les lire. Tu vas me citer du Godard. Tiens, on va passer de Nike Dadading à Godard. J'ai envie de faire sans transition. Lance-toi. Parce que du coup justement beaucoup de tes films il y a de l'épaule ou de l'effet épaule dedans. Donc Godard en 83 nous dit. Alors c'est pas du tout pour être pompeux ce que je vais raconter. Vraiment je trouve ça hyper intéressant. J'espère que je vais comprendre. Non, c'est peut-être trop intelligent pour. Je pense pas. Dis-moi. Alors. Moi qui ai été le premier à avoir mis la caméra à l'épaule, lol. Aujourd'hui, ça m'horrifie de voir tous les crétins de la télévision qui mettent leur caméra sur l'épaule. Ce qui fait qu'on ne sait plus faire un cadrage, parce qu'on ne cadre pas à partir de l'épaule, on cadre à partir de la main, de l'estomac, de l'œil, mais à partir de l'épaule, il n'y a plus de cadre. Ce qu'il faudrait, c'est que la caméra puisse se poser comme un oiseau. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'on peut pas cadrer à l'épaule ? Pourquoi ? Je comprends pas en fait. Je sais pas, moi je suis pas que sûr d'avoir compris, toi ? Moi, ce que j'ai compris, c'est que... Je pense que si tu te dis que l'épaule, c'est une certaine hauteur de caméra... Ouais. Parce que, donc, par exemple, le cadre d'un chef opérateur qui fait 1m70 à l'épaule, l'auteur de la caméra sera 1m60 et que ça te détermine, et qu'effectivement, c'est peut-être un endroit mort, etc. Je vois très bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il faut cadrer avec son cerveau, son cœur, ses tripes... Ouais. Pas avec un os ou un muscle. Ouais. Ok, mais on cadre pas non plus avec son ventre. On cadre pas non plus avec son cœur, mais pas la caméra au niveau de son cœur. Non, mais ce qui veut dire, c'est que l'épaule, c'est un endroit fixe au niveau du corps, et que du coup, si ton cadrage est déterminé par ta taille, ça peut être un problème. Alors que si tu Moi, je pense que c'est pas technique. Je pense que c'est juste un peu provocateur. Tu penses ? Oui, parce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire que c'est cadrer, suivre, cadrer au sens suivre une action, la filmer,
et non pas cadrer au sens de décider d'un cadre dans lequel l'action doit se passer. Mais je pense pas qu'il dit il faut pas filmer à l'épaule. Il dit il ne faut pas composer ton cadre à l'épaule. Non, mais enfin moi ce que je lis c'est un second parce que composer ton cadre de toute façon on cadre plus à l'épaule réellement. Bah, c'est pour ça que je veux en venir là, avec les nouveaux systèmes, voilà. On est rarement au niveau de l'épaule finalement, on est plus au niveau du buste. Mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que comme la caméra a une certaine liberté quand tu composes ton cadre et tu cherches ton cadre à l'épaule et que effectivement le truc de l'épaule, c'est que tu sens les pas, c'est que tu sens la présence de l'homme derrière la caméra, c'est que tu vois. Donc, mais c'est aussi ça que tu cherches aussi. Parce que, en général, quand tu filmes à l'épaule... Mais par exemple, tu cherches à donner de la présence. Quand tu cherches un cadre, toi, par exemple, vous êtes en train de faire le plan suivant, vous n'êtes pas sûr du cadre, c'est pas fixe. Est-ce que, naturellement, tu as envie d'avoir la caméra sur l'épaule ou de la tenir dans les mains ? Non, parce que... Non, j'ai pas envie de la tenir dans les mains. Comment tu recherches ton cadre ? Non, j'aime pas trop la tenir dans les mains. Non, j'aime le chercher en le pensant. Donc sans la caméra ? Sans la caméra. J'aime me dire... Tu fais quoi ? Je sens que c'est un 50 ici, parce que par rapport à ma continuité de focale, je sais que ce plan-là, avec la taille de plan que je veux, ce sera un 50. De caméra ? Oui, mais d'abord je le ressens, ensuite je place la caméra pas à l'épaule, parce que sinon, la caméra commence à avoir un impact physique sur moi. Donc au moment où je choisis mon épaule, je choisis mon cadre, je suis en train de porter un truc de 15 kilos. Donc déjà, est-ce que tu as envie de réfléchir avec un sac à dos de randonnée tu vois, ou est-ce que tu as envie de réfléchir en te disant, là c'est le moment où j'ai envie que mon esprit soit libre, tu vois, que mon corps soit léger, et je vais me dire, voilà, donc je vais poser la caméra sur un cube, sur un sac de sable, si c'est bas, je vais poser la caméra sur une dolly, je vais poser la caméra sur, tu vois, et je vais regarder. À moins qu'on soit dans une séquence purement avec une écriture, dans un thriller ou quoi, ou dans un film tu vois, naturaliste ou social, ou j'en sais rien, où on soit dans une écriture d'épaule, où on a un déplacement, où on se dit attention, on va rentrer par la porte, on va rentrer... Mais là, c'est différent, là, je filme une action. Donc, mon intention de cadrage, elle vient au moment où je choisis ma focale, où je choisis ma hauteur, où je choisis ma distance. Elle vient pas au moment où je le fais réellement, le cadre. J'ai pas besoin d'avoir la caméra pour savoir si c'est un 50 ou un 75. Je regarde mes arrière-plans, je regarde mon personnage, je détermine la distance que je veux avoir avec mon personnage, ça va me donner une focale. Je regarde si c'est compatible avec ce que je vais ressentir du décor pour voir si je raconte ce que j'ai envie de raconter du décor. Et tu vois, et par élimination, je trouve une espèce de position et de focale qui convient au plan. Heureusement, moi je travaille pas avec les zooms. Je n'utilise jamais de zoom, donc finalement les choix sont assez limités à la fin, 50, 65, 75, 85, 100. Juste pour expliquer aux gens, il y a la différence entre les focales fixes et les zooms. Les zooms, c'est finalement un objectif que tu utilises tout le temps et tu peux zoomer comme on peut l'avoir sur un appareil photo. Et les focales fixes, tu changes pour chaque... Choisis, tu fais un choix. Voilà, tu fais un choix, tu décides. Après moi c'est une question d'écriture. J'ai besoin de ressentir ça, j'aime bien retrouver des points de vue dans un film, parce que là on parle de publicité, mais il y a aussi mon travail de long métrage forcément il y a des ponts entre les deux. On va en parler. Et dans mon travail de long métrage, donc, du coup il y a un pont avec la publicité, j'aime bien avoir décidé de certains points de vue, parce que ça met des points de rendez-vous, que certains gros plans soient faits toujours avec la même focale, mais pour des raisons, mais évidemment ça marche 3, 4, 5, et puis la 5e fois ça marche pas, et c'est à ce moment-là où il faut peut-être pas avoir la caméra à l'épaule en train de la porter, choisir son cadre, tu vois, être fatigué parce que t'as un truc de 15 kilos. Moi j'aime bien regarder un peu de loin, tu vois, avoir une petite discussion avec le réalisateur, dire ah ouais, peut-être par là, écouter un peu ce qu'il dit. Ah, tu vas aller plus bas, on essaye plus bas, mais après si j'ai pas envie d'aller plus bas, j'essaie de l'expliquer pourquoi je veux pas aller plus bas, juste pas en lui disant c'est moins beau. Jamais en disant non, juste dire écoute, je trouve que c'est un peu dommage. Alors, des fois il y a pas que la narration, faut pas se cacher. J'aimerais bien, tu vois, mais des fois il y a pas que la narration. Des fois il y a aussi c'est un peu dommage.
on perd un peu le décor, on perd un peu le sol est plus intéressant que le plafond, donc peut-être on se remonte, peut-être pas, tu vois. Alors, évidemment, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Là, je parle de choses assez basiques, tu vois. Mais alors, bon, il y a plusieurs façons de la comprendre, cette phrase de Godard. Moi je sais que ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est la différence entre cadrer et filmer. Un petit peu pour moi, dans ma tête, pour vulgariser le truc. On met en place une action, on la filme. Ou bien on met en place une action et on choisit des cadres. Et dans ces cadres, on la filme aussi si on a envie de... Mais en fait, on prend des décisions. On prend des décisions pour le film qui sont des décisions de mise en scène. Tu vois ? Et qui sont des décisions de rythme aussi, parce qu'on va choisir d'être de dos à ce moment-là, et puis d'être de face, et puis ça va influencer l'acteur, etc. Moi, je le ressens un peu plus comme ça, cette phrase-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on se laisse tout à l'instinct filmer, et puis on se dit c'est bien, c'est pas bien, d'un point de vue, ou bien, tu vois, c'est un peu cette différence. Mais du coup, mais c'est un outil, c'est un outil comme un mouvement de grue, tu vois, cadrer à l'épaule. Moi, je me dis pas, je vais cadrer à l'épaule parce que c'est cool. Et tu serais surpris de voir combien de films sont pas cadrés à l'épaule. Dans ce que tu fais ? Ouais. Oui, il y en a effectivement. Il y en a de temps en temps, je les garde parce que j'ai besoin de me garder de la liberté avec l'acteur. Des quoi, de l'épaule ? Je sais que ça va se passer dans les 4 minutes. Au moment où, juste avant qu'ils disent action, j'ai la caméra et je vais voir comment l'actrice va se positionner. Et puis je vais lui dire un peu à droite, moi je vais mettre à gauche, je vais prendre un peu l'amorce, etc. Et je vais réussir à composer les choses au dernier moment en les sentant. Parce que c'est vachement dur, par exemple, pour reprendre Nathalie Portman, tu fais pas le même cadre si tu cadres sa doublure et si tu cadres Nathalie Portman. Bah non, là, tu regardes le palmier à droite, à gauche, et puis quand elle arrive dans le cadre, en fait, tu regardes ses yeux, donc tu cadres et tu as une perception du cadre complètement différente. Alors tu me disais justement sur Facebook, quand tu as posté la vidéo, je t'ai dit tiens, c'est marrant Mathias, tu filmes quasiment tout en anamorphique, enfin beaucoup de films. Et là, on est avec des optiques sphériques. Alors déjà, faut juste qu'on explique la différence entre l'anamorphique et le sphérique au niveau du rendu de l'image. Donc c'est deux lentilles différentes. Est-ce que tu peux expliquer avec les termes les plus simples possibles pour des gens qui ne connaissent pas la technique ce que ça change de filmer avec ces deux types de lentilles? Non, alors pour les gens qui connaissent pas la technique, c'est un système visuel anamorphique, mais c'est surtout, on va dire, parce que la réalité, c'est le changement de cadrage. En sphérique, on va avoir un cadrage, et encore, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais tu m'as demandé de vulgariser. On peut dire des petites erreurs, voilà. Mais il faut que ça soit compréhensible. C'est un format, on va dire, plus vertical, plus carré, plus proche de quand vous prenez une photo. Voilà, du 24-36. Donc ça va être du 16/9. En fait, c'est votre télé. C'est voilà. Ça. Et puis en anamorphique, on va avoir un format beaucoup plus horizontal. Et c'est votre télé, mais quand vous regardez un film de Sergio Leone avec des bandes noires au-dessus et en dessous, et que vous dites... et que là, votre vendeur de télé de chez je sais pas quelle marque vous a dit, là, vous zoomez, vous appuyez sur le bouton et vous perdez X, machin, tac, et vous perdez, mais vous retrouvez la qualité de l'image. Voilà. D'ailleurs, moi, c'était une grande question, c'est drôle, c'est une grande question, la télé. Moi, je cadre pas pareil quand je fais de la télé et quand je fais du cinéma, parce que comme les télés, les bords sont en plastique, je me dis toujours, quand on casquette un personnage, en fait, son personnage, il a une barre en plastique sur le visage. Ce qui n'est pas pareil. C'est drôle de penser à ça. Ce qui n'est pas pareil que d'avoir du noir. Tu vois. Alors que dans une salle de cinéma, c'est de la moquette. Mais bon, comme c'est du noir, c'est très très différent. Mais enfin bref. Donc voilà. Donc oui, ça je t'en avais parlé. Ces demandes de producteurs, de Mourad de chez Iconoclast, de Manu, du réalisateur, on en avait discuté tous ensemble. Et finalement, on avait envie de simplicité et on n'avait pas envie de voir le décor, on avait envie de sentir le décor parce que c'est important, hein, tu vois, ça fait partie, ça contextualise un petit peu la narration, mais on avait surtout envie d'être avec elle, quoi. Ouais, d'être au plus proche, en fait. Ouais, d'être au plus proche d'elle et de pouvoir remplir le maximum d'images de Nathalie Portman. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec pour lui laisser la maximum. Mais tout ce que je te dis là, je pourrais avoir le même discours et c'est ça qui est fabuleux en anamorphique. Tu vois ? Oui, mais c'est vrai que aussi dans l'anamorphique, c'est un format, on va dire, d'image qui permet à la fois de voir ton personnage en gros plan et de voir beaucoup de décors.
Et là, effectivement, c'était pas la plusieurs volonté. personnages. Ou Ce qui est intéressant. Dans les films de Tarantino, ils font des discussions avec 2 personnages dans le cadre. Ça permet de faire moins de coupes, d'avoir moins de plafond, moins de sol, d'être plus de faire 2 plans moyens en même temps, en fait. Alors que c'est beaucoup plus difficile en 16/9, à moins qu'on soit dans des... On peut le faire très très bien, hein. On peut le faire avec des décadrages. Du coup, c'est une autre façon de penser. C'est plus dans la photo, on travaille plus sur le décadrage, sur le vide, sur la symétrie et par le vide, etc. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de simple. Moi, de toute façon, j'étais dans un truc de simplicité sur ce film. J'avais envie qu'elle soit belle, j'avais envie qu'on l'aime, oui, puis suffisamment et de j'avais pression envie que ce soit simple. Autour du tournage pour ne pas... Oui, ça, bizarrement, j'ai appris à pas y penser. Tu prends pas une décision parce que ça va être plus compliqué. Je prends pas une décision parce que ça va être plus simple, plus compliqué. Je prends une décision parce que je pense à la fin, c'est ce qui va être bien. Ouais. Je me disais juste que c'était que ça faisait en plus en film, avec ce grain, avec la vie du film, etc. Je me disais que c'était vraiment, vraiment, vraiment plus intéressant d'avoir un maximum d'images dans l'image, d'avoir Nathalie, quoi. D'avoir son visage, d'avoir son cou, d'avoir ses cheveux. Tu vois, et donc du coup voilà, on est parti là-dessus, quoi. Mais et j'adore ces formats-là, mais ça dépend ce que je raconte. Ça dépend si je suis une personne, si j'en suis 3 ou 4, quels sont les décors, ce qui est, tu vois, c'est à chaque fois. Qu'est-ce qu'on veut montrer, en fait. Qu'est-ce qu'on veut montrer. J'ai refait d'autres films depuis. J'ai fait un film pour Ikea en 16/9, pareil. Et l'idée, c'était pareil. Mais j'avais joué sur le décadrage. Parce que c'est quelqu'un qui regarde vers le haut, etc. Donc j'avais envie de hauteur, quoi. J'intellectualise pas toujours autant, hein. De temps en temps, c'est des envies. T'as envie de changer, t'as envie de faire autrement, tu vois. Voilà. Et j'ai encore oublié la question qui allait vraiment permettre de bien tout comprendre, bien s'enchaîner. Ah ouais, bah voilà. En fait, tu disais voilà, c'est Chef Op, c'est faire des choix en fonction de ce qu'on veut raconter. C'est une façon aussi de regarder, c'est-à-dire que tu nous expliques que finalement cadrer, c'est pas prendre sa caméra et regarder dans le viseur, c'est regarder le comédien, le décor et se positionner soi déjà avant la caméra. Ouais, bien sûr. C'est la première décision que tu prends. À quelle distance tu as envie d'être de l'acteur ? Quand tu choisis une focale, en vrai, c'est ça que tu choisis. Est-ce que tu as envie d'être derrière la porte pour pas qu'il te voie ? Est-ce que tu as envie d'être à côté ? Et du coup, là j'ai une question plus globale. C'est en fait souvent quand j'ai des discussions sur les films avec des gens qui sont des amis qui sont pas dans le cinéma, ils me disent non mais le traitement de ce film il est trop subjectif, on aimerait quelque chose d'objectif. Et en fait c'est marrant parce que juste regarder avec ses yeux c'est déjà subjectif. On a choisir de tourner la tête à droite pour regarder la rue et pas le bâtiment, c'est de la subjectivité. Et du coup Chef Op c'est un métier extrêmement subjectif, c'est que tu proposes ton regard qui va venir se combiner avec d'autres facteurs. Mais du coup ma question c'est comment est-ce que être Chef Op, à ton avis, ça change la façon dont on a de regarder les choses dans la vie en général ? Ah, complètement. Genre, tiens, ça, je le filmerais bien avec telle focale. Ou alors, cette lumière-là, il faut que je m'en... On regarde vachement de... Moi, je pars souvent... Comment tu regardes, du coup, quand je pars dans mes pensées, tu vois, je pars souvent avec mes yeux. C'est-à-dire ? Bah, tu vois, par exemple, tu es dans une discussion, tu t'ennuies un peu, et puis tu vas commencer à réfléchir, tu vois, dans ta tête, à quelque chose que tu aimerais faire, ou à quelque chose que, tu vois, à quelque chose du passé, un souvenir, ou un problème que tu as eu. Enfin, moi, quand je pars dans mes pensées, entre guillemets, en fait, je vais regarder quelque chose, et puis je vais commencer à... contempler un peu. Voilà, exactement. Je vais commencer à voir que ça m'arrive plein de fois d'être intéressé, interloqué, appris par quelque chose de visuel. Et mes pensées, elles sont souvent visuelles. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois, mais... très bien. Et après, derrière, alors elles se mélangent, hein. Tu vois, il y a un bruit de fond derrière, je vais penser à quelque chose en même temps. Puis je vais me dire, tiens, putain, c'est drôle, Et en fait, je passe beaucoup de temps à décortiquer. Alors, des fois, ça n'a aucun sens. Comme tu vois, un exemple, genre de truc mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, tu vas te... Je sais pas, tu fermes souvent, tu vois, un œil, 2 yeux pour voir en 2D, pour voir comme à travers la caméra. Parce que tu vois, quand tu fermes un œil, tu vois juste en 2D. Alors qu'avec 2 yeux, tu vois en 3D.
Tu vois, je sais pas, c'est des petites choses. J'ai pas de. Quand je veux dire c'est absurde, c'est que parfois tu peux poser un plan, oui, dans la rue qui n'existera jamais, Ouais. et qui est complètement. Et tu sais pas pourquoi tu as fait ça, et c'est complètement inutile, mais c'est de la mécanique. Ouais. Tu vois, c'est une espèce de réflexe pavlovien où tu es là, tu vois, tu poses une caméra imaginaire dans un endroit à un instant T, et tu as Ouais. fait le plan, et puis tu passes à la suite après, quoi. Et du coup, Et aussi, next, tu vois. aussi dans le même genre de questions un peu bizarres. Ouais, ouais, ouais. C'est une question que je pose à Mais plein de gens. mais tu sais, je vais te Ouais. dire un truc. Dans tout ça, il y a un truc souvent quand je parle avec des jeunes chefs opérateurs et quand on me demande ouais comment tu fais pour je sais pas placer un canal, je dis surtout t'oublies pas de regarder avec tes yeux. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment. Et franchement la caméra elle va tout transformer, je sais. J'en ai conscience, quand tu as posé la caméra, il y a des trucs ultra moches qui deviennent ultra beaux. On sait que ça transforme parce que tu vois, le point de vue, Ou des le trucs regard, à etc. l'inverse aussi. Ou à l'inverse. Mais bon, tant que ça raconte quelque chose, ça peut marcher. Enfin, tout ça, c'est un équilibre, le beau, le narratif, etc. Mais c'est souvent ça que je dis. Prends 5 minutes, regarde avec tes yeux. Ouais. Tu vois, c'est comme en repérage. Arrive pas directement avec ta caméra, ton appareil photo, fais 200 photos, et puis ensuite, chez toi, tu vas essayer de te rappeler ce que c'est. Première impression du repérage, elle doit se faire de mémoire, avec tes yeux, Ça, c'est intéressant. tu vois, pour voir les angles, comprendre, parce que la lumière, c'est quelque chose que tu vas pouvoir imaginer en 3D avec des volumes, Ouais. c'est pas quelque chose que tu vas imaginer en photo. Et tout ça, tu vas te rappeler, ta mémoire visuelle va plus t'aider à construire des plans, à construire de la lumière que les photos. Bon, c'est un bon conseil. Et parce en que- général, je reprends. Il y a le chef. En plus, tu fais la même photo que le chef déco, que l'assistant, que le réalisateur, que le repéreur. Tu vois. Voilà, tu finis par faire des photos, tu sais, parce qu'il faut faire une photo comme quand tu es dans un musée et que tout le monde fait la même photo. Ouais. Tu dis, bon, je vais la faire, je la regarderai plus tard. Ça se trouve, elle est intéressante. Tu vois. Non, mais j'exagère. Ouais, mais ouais. alors qu'en fait, c'est le dernier moment. Toi, tu vas avoir le temps. Eux, ils vont plus faire de photos après sur le plateau. Toi, tu vas poser une caméra. Garde-toi cette émotion du moment où tu vas poser la caméra pour ce moment-là. Ouais. Tu vois. Si tu as besoin, alors évidemment tout ça, c'est pas dogmatique, parce que de temps en temps, tu as des films un peu techniques, des trucs où il faut se rappeler. Et après, en fin de repérage, éventuellement, tu passes et tu fais quelques photos comme ça, un peu à la volée, etc. Ou tu demandes à récupérer les photos, peu importe. Et après, par contre, tu regardes les photos parce que ça va te rappeler, tu vas pouvoir confronter ton impression, le souvenir de ce que tu as vu avec une espèce de réalité, le décor à travers quelque chose. Mais je comprends Tu ce vois que tu veux dire parce que les derniers repérages que j'ai fait, j'ai eu tendance à me ruer sur les photos. Et en fait, du coup, tu profites, entre guillemets, pas du moment, même si c'est pas un moment incroyable le repérage, mais tu profites pas du C'est un moment. moment. Enfin, C'est la dernière fois que tu verras le plateau, c'est vrai. 50 personnes. C'est vrai. Et Tu vois du coup, c'est vrai que je me suis dit, putain, pourquoi je fais toutes ces photos et finalement, la photo que j'ai préférée, c'est avec un tout petit appareil qui a 2 lentilles qui fait des photos 360. D'accord. Et je l'ai mis au milieu de la pièce. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, avec cette photo-là, bon, ça peut raviver un peu le souvenir, mais surtout, je me laisse toutes les possibilités. Alors que déjà, prendre des photos au repérage avec des axes, c'est vrai que c'est déjà se donner une image du lieu, Oui, même si t'en as besoin aussi de temps en oui, temps. le truc c'est que quand tu arrives quand tu arrives en repérage, c'est un peu comme si on te présentait un monsieur ou une madame ou une dame, Ouais. et c'est ce monsieur ou cette dame, c'est le décor. Voilà, je te présente le décor. Tu vois. Donc en fait, imagine-le comme ça. Si tu arrives à un dîner ou pour boire un café avec quelqu'un, tu commences pas par le prendre en photo, quoi. Tu vas parler un peu avec lui, tu vas à la fin dire, je peux faire une photo parce que tu vois. Tu vas te balader. Ben, c'est un peu pareil. Donc tu vois, ressens un peu les choses, tape-toi un peu contre les murs, regarde, approche-toi pour voir la matière avec tes yeux, tu Ouais. vois. Alors évidemment, je dis ça, c'est facile parce que j'ai une petite expérience de après ce que ça va donner à la caméra. Donc il n'y a pas de méthode. Si au début, ça rassure, mais moi je conseillerais aux jeunes chefs opérateurs, réalisateurs, peu importe, de séparer votre repérage en deux. Ok. Soit le faire en 2 fois, soit séparer le moment en 2 fois. Et à le moment de la discussion, le moment on regarde avec les yeux, le moment où on s'imprègne, le moment où... Par exemple, moi, quand je travaillais avec Frédéric Tellier, Frédéric, c'est quelqu'un qui arrive sur un décor et on se parle pas pendant 20 minutes, quoi. On est sur le décor et il est tout seul, il se balade. Il se a son balade, il scénario. est tranquille. Ouais.
Mais il veut que je vienne avec lui, on est là, on est avec lui. Alors la première fois, c'est un peu, tu sais, t'as l'impression que leur repérage, il faut absolument avoir l'air malin, trouver des bonnes vous idées. partagez après vos impressions Oui, puis à un moment, il vient, puis il me dit, parce qu'il a envie de voir sa première impression à lui. sans qu'elle soit troublée par... Voilà, sans qu'elle soit polluée, troublée, influencée, peu importe le mot, mais c'est un peu ça. Et après, on confronte. Tu vois, après, on confronte avec les problèmes techniques. Parce que moi, je vais pas voir le décor comme lui. Bah Lui va voir le décor à travers sa mise en scène, ce qu'il a écrit, etc. Moi, je vais le voir à travers... malheureusement, souvent des problèmes techniques ou pas, ou des trucs que j'adore, parce que je sais pas si c'est parce que ça va être plus simple ou si c'est parce que ça va être mieux, tu vois. Donc voilà, juste gardez-vous cette fraîcheur et n'hésitez pas à travailler de mémoire un peu à l'ancienne. Ouais. Tu vois, t'es pas obligé de le filmer, de le photographier, Ouais. de le dessiner, Ouais. tu vois, ça rassure. Ouais. Ça rassure, mais en vrai, la plus belle des machines, c'est, tu vois, tes yeux. C'est quand même un truc de dingue. C'est la meilleure des caméras, Oui, c'est la clair. plus sensible. X millions de pixels. C'est celle où tu pourras percevoir toutes les couleurs, C'est ça. tu vois. Et ton cerveau, le processeur, il est beaucoup plus fort que n'importe quel ordinateur. Donc, c'est un peu à l'ancienne ce que je dis, mais moi, je trouve que c'est mixer les deux. C'est vachement important. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, donc, se fier à ses yeux. Un truc que je me suis remis à faire depuis quelques mois, pour lequel je reprends beaucoup de plaisir, du coup, c'est faire des photos en argentique. Au début, j'ai repris à faire des photos en faisant des photos argentiques avant c'était du numérique, en bossant comme du numérique, c'est-à-dire en étant tout le temps dans le viseur et avec un pose-mètre à côté, etc. Et puis les photos étaient pas si bien parce que du coup, vu que je pouvais pas voir le rendu final, je me fiais au viseur. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait en fait l'argentique, quasiment, ça prend ce que tu vois, quoi. Enfin, il y a un côté impardonnable et en même temps magique. C'est ok, si je prends un coucher de soleil et que je l'expose correctement, en tout cas, il y a un côté assez brut. Ouais. Et du coup, c'est tes yeux avant tout. Et surtout, ne pas avoir de retour vidéo, c'est-à-dire comment ça va rendre au final. Ça m'a vraiment forcé à regarder, je sais pas, le visage de quelqu'un et de se dire, ok, en vrai, est-ce que c'est joli quand je le regarde, quoi. Ouais. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis, même dans la façon que tu as d'éclairer, c'est d'abord tu regardes toi-même. Et le truc, après, c'est que tu vas avoir, mais c'est ce que dit Godard en fait dans sa phrase. C'est que tu vas regarder avec ta tête, avec ton cœur, avec tes tripes, avec ton épaule. Bon voilà, donc finalement on a un peu décortiqué sa question. Elle était pas si, c'était pas une question de hauteur technique. Non, je rigolais parce que comme il est très provocateur et que quand il est pris dogmatiquement, après t'as des réalisateurs qui vont arriver qui vont te dire non l'épaule surtout pas. Enfin j'exagère. Oui. Hein. Alors qu'en fait malheureusement et pour le comprendre souvent il faut déjà avoir il faut souvent avoir une expérience déjà. Alors que finalement, les gens qui ont déjà une expérience ont pas forcément envie de savoir ce que les autres pensent parce qu'ils passent leur temps. Moi, je sais que j'essaie de préserver j'essaie de me préserver de ce que les gens pensent aussi pour avoir ma personnalité. Tu vois, mais ça, c'est le monde tel qu'il est. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais de la musique, si tu écoutes trop la radio, à la fin, tu finis par faire du David Guetta. Et même si t'es Mozart, tu vois, parce que tu dis, c'est génial, regarde, ça, c'est pareil. Tu vois, au bout d'un moment, tu te dis, mon Dieu, lui, il a fait ça cette année, il faut que les bleus soient comme ça, les verts soient comme ça, mais ça me plaît, je sais pas, on verra plus tard, tu vois. Donc c'est toujours un peu à double tranchant. Et en même temps, quand tu lis ce genre de phrases, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'elles t'obligent à elle t'explique qu'il y a une façon de penser et puis. Non, après on sait que c'est Godard et qu'il a un point de vue. Mais j'adore. Hein, moi, je suis en surrespect du personnage, Après, je pense qu'il faut effectivement, faut pas. Mais à la fin, c'est ce qu'on dit. C'est juste regarder avec ses yeux, percevoir l'émotion des choses qu'on regarde et ensuite le traduire à travers la caméra et mettre en corrélation ton image avec l'émotion que tu as ressentie avec les yeux et ensuite la remettre en question encore une fois parce que c'est ça qui est compliqué, quoi. Et du coup, on va faire un saut dans le passé là. Oui. De manière générale, pourquoi t'es chef-op ? Ouais. Comment tu l'expliquerais ? Pourquoi c'est ta vie, c'est ton métier ? Ouais. Et comment c'est venu ? Ouais. Mais d'ailleurs, même ma question est plus précise. Jusqu'où tu peux remonter dans ta vie,
ce moment, je sais pas, fondateur où tu dis en fait, je sais pas, ma passion c'est l'image ou ma passion c'est les gens Voilà, ou la écoute, lumière. moi je travaillais avec mon beau-père était photographe, donc Ok. le mari de ma maman, et j'ai grandi avec photographe naturaliste de nature, de paysage, Ok. instinctif, tu sais, personnage qui se balade toujours avec 3-4 appareils photo, des objectifs, etc. Et en fait, sans m'en apercevoir. Ouais. C'était dans ton quotidien. Parce que quand t'as quelqu'un qui te parle d'un 50 mm, d'un machin, qui tripe quand il met et qui regarde, en plus à l'époque c'était l'argentique, donc la diapo. Ouais. Donc tu fais ta photo, C'est t'attends beau 10 les jours, diapos projetés. tu récupères les diapos, tu les jettes sur une tu vois, sur une C'est magique, table quand même. lumineuse. Quand t'es gamin. Tu prends l'œilleton, tu regardes, et puis là, et c'est quelqu'un d'hyper généreux et hyper passionné qui va te dire: oh regarde, putain, c'est mal cadré, ah je me suis planté, ah, j'étais trop bas, j'étais trop. Donc au bout d'un moment, en fait, tu fais ton œil comme ça. Tu vois. Ça c'est quand t'étais gamin du coup. Ouais, quand j'étais gamin. Ouais. Tu fais ton œil comme ça, et puis à un moment donné, on te donne un appareil, et puis t'as envie de plaire, tu vois, t'as envie de lui plaire, parce que t'as envie de faire une belle photo, mais au début, tu sais pas trop. Puis Alors après, tu faisais quoi du coup? puis d'un coup, tu te rends compte que ça a de l'émotion. Ouais. Bah, tu fais photographier des belles choses. Ouais. Moi, j'habitais aux Antilles, j'habitais aux Saintes, Ok. une petite île au Donc, large de la t'avais Guadeloupe. C'était cinématographique en tout cas. Ah, C'était Ouais, il y visuel. avait des iguanes, il y avait des plages, il y avait des trucs. Oui, c'était beau, hein, tu vois. C'est sûr que c'est plus facile que de capter parce que au début, photographier et la beauté, c'est comme ça qu'on commence à apprendre la beauté des choses, hein. Pas la beauté au sens commercial, mais la beauté des choses, c'est ce qui est plus simple. On voit quelque chose de beau, on le photographie parce que c'est beau. Oui, naturellement. On sait le photographie pas une reconnaître. poubelle, quoi. Et voilà, c'est beaucoup plus technique de voir le beau dans la poubelle que de voir le beau dans une belle C'est personne vrai. ou quelque chose. Puis après, ça c'est les débuts. Puis après, on s'intéresse, on va un peu au fond des choses et on se cultive. Voilà. Et ça, c'est un peu le début. Et après, j'ai voulu faire du cinéma parce que je me disais peut-être que 24 images par seconde, c'est mieux qu'une Alors qu'est-ce qui image. justement c'est quoi Et le tu te chiffre? dis, ah, tu sais pas, tu sais, c'est ce mélange, comme tous les spectateurs, d'être un peu fasciné par ce monde. Tu regardes les films et puis tu adores ça et puis tu trouves ça beau. En fait, tu as d'un côté le jeune passionné de cinéma qui adore, mais pas au sens cinéphile, hyper popcorn du terme, quoi. Moi, j'étais pas. J'ai appris après à aimer le beau En deuxième cinéma temps. dans un deuxième temps, mais au début, je regardais Indiana Jones. Moi, c'est ça qui me faisait triper, quoi. Tu vois, ah, ouais, c'est génial et tout, son chapeau, le lasso, Romanesque. voilà, les trucs romanesques, les trucs qui te provoquent des émotions quand t'es gamin, etc. Tu vois. Ouais. Donc, t'aimes le cinéma, t'aimes les stars C'était les années 90, tu vois, quand j'étais gamin, 2000. Donc, c'était la starification, etc. Tu vois. Et puis après, derrière, quand je me suis dit je vais faire du cinéma et en ayant ce petit passé, ce monde de la photo qui était autour de moi, ben en fait les deux sont connectés quand j'ai compris que ce que faisait le réalisateur et quand j'ai compris ce que moi j'aimais. Quand est-ce que tu as découvert le métier de chef opérateur? Bah, comme tout le monde, en allant à l'école, en BTS audiovisuel, Ok. et en comprenant, ah en fait lui il fait ça, ah ouais lui il fait ça, ah, il y a l'image, ah il y a le truc, tu vois. Tu sais que moi avant de Vers 16 ans, 17 ans, tu vois, mais en fait, en Ouais, m'y c'était- intéressant. C'était tôt. Sinon, ça n'avait aucun sens, tu vois. Ouais. Et encore, j'ai compris. J'ai commencé à entendre parler de chef opérateur. J'ai compris que bien plus tard, en pratiquant, ce que c'était réellement un chef opérateur. Tu vois, parce que finalement, tu comprends. Et en plus, ça a évolué. Ouais, c'est ça. Ça va hyper vite, tu vois. Maintenant, tu apprends ton métier de chef op sur YouTube. Ouais, c'est ça. À mon époque, tu l'apprenais par la transmission et aussi par les livres. Moi, j'ai vécu une époque de transmission, tu vois. J'étais encore dans la transmission, quoi. T'avais commencé avec de la pellicule? Ouais, j'ai C'était commencé pas avec encore la le pellicule. numérique? Non. Et du coup, finalement, il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, sur ton site, à part le film Dior, il y a très peu de films en pellicule. Ouais, ils sont vieux. Ok. Mais du coup, est-ce que toi, c'est quoi ton rapport au numérique en tant que chef-op? Est-ce que tu le vois comme une contrainte, une liberté? Est-ce que Non, mais c'est une t'es frustré super ou pas? liberté, quoi. Ouais. Je vois les réalisateurs, comment ça libère les réalisateurs. Ouais. T'imagines, les réalisateurs, ce métier où tu dois avoir tout le temps des bonnes idées, diriger plein de gens. Et en plus, il fallait avant que tu fasses attention à pas dépasser, parce qu'on avait un nombre de boîtes dans la journée à Ça, donc dépenser, c'était un stress. un en fait. métrage. Tu vois, d'un coup, c'est bon. T'imagines alors tout ça, parce que oui, c'est plus joli sur les contrastes, les trucs, les machins, mais
Au final, ce stress-là, quand même, parfois, il te faisait perdre des moments parce qu'il t'obligeait à prendre des choix. Évidemment qu'il y a plus d'instinctivité avec le numérique. Et que alors, bizarrement, maintenant, on revient au film en ayant appris cette instinctivité. Et ce que c'est que travailler avec de l'instinct, donc ça retransforme le film. Mais à l'époque, on n'était pas dans ce rapport à l'image. On préparait, ça faisait des films très très différents. On éclairait parce qu'il y avait d'autres... Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte. On se dit le film, le digital, c'est ça qui a changé, etc. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est la post-production. Oui. Avant la Riscan, quand on faisait un télécinéma ou quand on étalonnait avec nos 3 couleurs dans un laboratoire, c'était autre chose. Là, tu apprends ce que c'est qu'un quart de magenta sur une lumière, tu vois. Tu apprends ce que c'est que de tourner... tu vois, dans un parc et de faire attention à pas nettoyer tes ombres, et du coup il y a du vert qui se reflète dans les ombres et d'un coup le vert ça devient fluo. Le problème c'est que tu as 10 plans et qu'il y a eu un peu de soleil, pas de soleil, du coup le vert change, la couleur change et tu n'arrives pas à le rectifier sur tes 3 petites couleurs avec tes 3 petites boules au laboratoire. Donc en fait ce qui a beaucoup changé c'est ça en vrai. C'est derrière, c'est ce qu'on arrive à faire des images, parce que maintenant aujourd'hui tu prends du 35, ça peut ressembler à du numérique si tu as envie. Ouais. Tu le dégrènes, surtout avec l'Alexa, plein, tu vois. Parfois, on n'en fait plus trop la différence. Non. Alors, il y a une différence. Il y a une différence. Oui, mais de manière. Mais t'as raison, parce que pour les gens qui, connaissent pas. Ouais. Pour les gens exemple, qui n'ont pas envie de le ressentir ou qui sont intéressés par autre chose dans l'image. Ouais. Parce que, mais même sur j'avais vu des comparatifs Vimeo, par exemple, du 35, je me rappelle plus des stocks et de l'Alexa. Et des fois je m'amuse sur les bandes annonces à me dire est-ce que c'est de la péloche ou pas, et parfois je trouve que le seul indice pour se dire ok c'est de la péloche, c'est dans les hautes lumières, un phare de bagnole, et ça va baver un peu rouge, du magenta bien sûr dans la lumière, et les hautes lumières qui bavent, mais parfois sur les pots, ou des fois c'est vraiment dur. Tu sais, les tests c'est vachement bien. Le seul problème des tests c'est que souvent ça montre aussi ce que ça a envie de montrer, et que c'est très difficile parce qu'en fait de toute façon je crois que ce qui change le plus quand tu tournes en film, c'est ton rapport à la caméra et ton rapport à la caméra sur le plateau. C'est pas la texture ça change, mais si tu réfléchis bien, ça influence ta façon de tourner, ça influence la façon de tourner de toute l'équipe. Est-ce que ça met et pas en fait en vrai c'est ça que ça change. Est-ce que ça met pas justement une espèce de magie, de tension aussi, parce qu'on a moins de films, et une présence pour l'acteur qui est plus intense quand il sait que ça tourne et que la bobine tourne, alors que la caméra on peut la laisser tourner des heures en numérique. Tout change. Ça, le fait que personne ne sait ce qui va se passer à part le chef-op. Tu vois. Ce qui était avant, c'était comme ça, tu vois. Et il y a quand même, parce qu'on parle du cinéma, il y a le cinéma avant et après le retour vidéo sur le plateau. En film. Et après, il y a le passage du film au numérique. Mais je sais pas si tu vois un peu le délire je sais pas si tu t'imagines, toi, en tant que réalisateur, tu choisis ton cadreur, sachant que c'est le seul qui va voir dans l'œilleton. Le seul qui va voir le film, pas vraiment, qui va s'imaginer le film à travers l'œilleton. Je m'imagine. Personne va le voir, tout le monde va être dans l'axe, c'est une autre concentration, etc. Mais c'est super beau parce que si tu réfléchis un peu à ces méthodes-là, c'est ce qu'il faut faire avec la technologie, c'est pas à chaque fois et c'est tout changer. C'est vraiment garder, tu vois, et se rappeler pourquoi on choisissait un cadreur, comment on choisissait un chef opérateur, pourquoi on choisissait une script, à quoi ça servait, etc. Tu vois, et à chaque fois essayer de le ramener dans l'univers, dans la technologie, etc. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la force des choses, tu vois, mais de garder quand même les petites choses, parce que c'est... Et puis en plus c'est tellement cool honnêtement, ce que les gens n'ont pas connu avec des plateaux qui tournaient en film, c'est la rigueur, le côté un peu religieux du moment, le côté un peu intense aussi. Intense, le côté, tu vois. Oui, c'est vrai que c'était... franchement, tu vois, le niveau des chefs opérateurs en 10 ans, il a explosé, quoi. Des mecs qui arrivent, qui ont 5 ans de carrière, 3 ans de carrière, qui font des trucs incroyables. Parce qu'ils ont pu essayer plein de trucs aussi. Oui, parce que de toute façon, c'est par la force des choses. C'est de plus en plus facile parce que les outils sont de plus en plus faciles et parce que les gens apprennent parce que là, le fait de trouver l'information facilement sur Internet, moi, quand je dis tu peux apprendre à faire du 35 mm sur YouTube et te lancer et y aller, je rigole pas en fait, c'est vrai. C'est vrai, C'est vrai, il y en a qui le font.
Ouais. Alors, moi, ça me paraît dingue parce que j'ai connu tous les problèmes en 35, donc je sais qu'il y a des trucs, quand tu les sais pas, c'est quand même compliqué. Mais en même temps, force est de constater qu'au final, de toute façon, ça marche, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, il faut accepter aussi. Hein. Bah après, c'est vrai fonctionne. qu'il y a beaucoup de nouveaux chefs-op très bons en quelques années, Bien mais sûr. ça n'empêche pas qu'il y ait toujours autant de films très moches et très mal éclairés. Non, bien sûr. Bien sûr. Et que Moi, je y ait- dis ça tu vois, de manière assez positive. Hein. Je dis ça de manière assez positive en disant juste à cette génération qui apprend très vite que c'est génial, que ça décomplexe plein de trucs et que ça amène plein de trucs à tout le monde. Ouais. Et que ensuite se dire, se poser la question, qu'est-ce que c'est aussi un chef opérateur ? Parce que c'est un membre de l'équipe, c'est pas qu'un faiseur d'image. Ouais, c'est sûr. C'est un membre de l'équipe. Et c'est quoi la position des chefs opérateurs dans l'équipe ? Et c'est quoi son rôle ? Et c'est ça aussi qu'au bout d'un moment, voilà. Là, tu as appris, tu as fait des belles images. Maintenant, tu vas devoir, avec le temps, apprendre ce que c'est que ta position, comment tu dois... Ouais. Qui est pas la même sur les projets aussi. Sur les réals et tout, non ? Non, qui est pas la même, mais qui part toujours du même constat et de la même analyse. Après, tu l'adaptes. Forcément, il y a des réalisateurs qui veulent... suivant comment le réalisateur a envie de travailler, dans le chaos, dans la collaboration, Bon, après, tu t'adaptes, mais ça fait partie du travail de chef opérateur. C'est quoi le film que t'as le plus raté en termes de lumière, le film que... Enfin, sans forcément le citer, mais un exemple d'un truc que tu... Je sais pas, d'un truc que où tu t'es dit, merde, j'ai mal éclairé, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bah, moi, c'est difficile à dire. Tous mes premiers films, ils sont pas bien, mais ils sont mal éclairés, entre guillemets. De temps en temps, il y en a un qui est bien, pas bien. Sur le moment, j'avais pas cette sensation-là, parce que quand tu commences et qu'on te donne que 2 lampes et 2 C'est objectifs, c'est une hyper dur en demi-caméra, même tu temps. fais ce que tu peux. Mmh. Bon, ça, c'est les excuses. Après, les films que j'ai loupés, tu sais, je sais même pas les films que j'ai réussi, en fait, en vrai. Dans l'autre sens. Ouais, donc en fait, C'est à travers le regard tu des tournes, c'est le moment où, ouais, voilà, donc c'est le moment, tu tournes, toi, tu as fait ce que tu as fait à ce moment-là. Si tu étais bien luné, bien en forme, tu as bien préparé, des fois c'est réussi, des fois c'est moins réussi, mais en fait, je me vois même pas réussir les films. Et c'est schizophrénique, parce qu'il y a une partie de moi qui aime, une partie de moi qui aime pas, et peu importe les films. Et Il y a toujours dans tes films, mais il n'y a quand pas tu les regardes, un film, même pub ouais. comprise, où je peux pas te donner 3-4 défauts qui me dérangent, où je me dis putain, j'ai mal fait ce truc-là, etc. Donc ok. en fait, le dernier film que j'ai loupé, j'ai envie de te dire, c'est le dernier que j'ai fait, C'est ça. où je sais très bien ce que j'ai loupé, ce que j'ai pas fait, et ce que j'aurais pu mieux faire, tu vois. Ok. C'est intéressant de voir, parce que quand même dans la jeune génération, il y a beaucoup de gens qui te suivent, Ouais. et du coup, qui regardent tes films assez religieusement, enfin en tout cas dans les jeunes chefs-op, même les réals peut-être un peu moins, mais en tout cas dans les jeunes chefs-op qui suivent beaucoup ce que tu dis. Et du coup, c'est toujours intéressant de savoir que même quand c'est des films dont tout le monde trouve ça assez dingue, en tout cas celui qui l'a fait, lui trouve toujours une critique à faire. Bon, en même temps, c'est comme ça parlera dans tous à tout les le métiers. monde. Je pense que ça parlera à tous les fabricants ça. de films, toi, tes Oui, tu réalisateurs, trouves toujours n'importe que- quel chef opérateur. Après, la différence, encore une fois, on en revient aussi à ce que disait Dali, il fait ouais, parfois ça m'arrive au théâtre que ma performance soit un petit peu en dessous de ce que j'avais fait en répète, etc. Mais au final, le public, il voit jamais ce que t'as pas pu faire. Ouais. Il voit que ce que t'as pu faire, et du coup, tu lui donnes quelque chose à voir. Mais tu sais, c'est intéressant, parce que faut pas oublier qu'un film, contrairement à ce qu'on pense, on va tout maîtriser parce qu'on va tout bien préparer, en fait, ça reste un instant T. Ouais. Plus ou moins long, en fonction du nombre de jours de tournage, du budget, de ce que tu veux, etc. Mais ça reste un instant. Donc, comment toi, tu arrives dans cet instant-là ? Et quand je te parlais de regarde avec tes yeux, fais attention à la manière dont tu consommes et dont tu fabriques des images au quotidien, c'est hyper important. Tu vois, on fait beaucoup de photos. On fait beaucoup de photos, beaucoup de photos. Et tu vois, j'ai un Leica, j'ai des petites photos Leica, les machins, etc. Et en fait, plus ça va, et ça fait quelques années que je fais ça, moins j'essaye de consommer au quotidien de la photo, Ouais. pour en avoir envie, Ouais. et pour préserver, et pour que quand j'arrive et que je cadre, cette envie et cette émotion, elle se voit dans ma fabrication de l'image. Si je suis arrivé, et c'est aussi pour ça que je fais pas 150 milliards de photos en repérage, etc., c'est parce que sinon j'ai déjà capté cette émotion. La première fois que tu photographies cette porte, je l'ai déjà captée. Quand je mets la caméra, c'est la deuxième fois. Ouais. C'est plus la première fois.
Et ça, cette impression, elle est vachement importante. De se laisser un petit peu de la place pour l'envie. Parce que cette envie-là, elle va se traduire au moment où tu vas être dans la fabrication, elle va se traduire parce que ça va sentir que tu as eu envie de faire ce plan. Voilà. Et du coup, justement, on n'a pas du tout parlé de ton travail en fiction. Donc, tu as fait le dernier film de Jérôme Salle, L'Odyssée, avec Pierre Ninet, Christophe Lambert. C'est un des premiers tournages en... Lambert Wilson. Ouais, Lambert Wilson, c'est terrible ce que je viens de dire. Non, c'est pas terrible. Non, c'est juste pas la même personne. Du coup, t'as fait ce film-là. Avant ça, t'as fait un film, je les ai pas vus, un trailer un film de zombies football. Et L'affaire SK1 et un autre film dont j'essaie de me rappeler. On va voir si t'as bien travaillé. C'est un film Don't un peu Grow Up. apocalyptique. Ouais, Don't Grow Up. Pas vraiment, en fait, il a été marketé comme ça, malheureusement. En tout cas, la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce montre, tu sais, dans la lignée de The Maze Runner, etc. Tu vois, c'est les films d'ados, post-apocalyptiques, etc. C'est pas du tout ça. Le film s'appelait pas Alone, il s'appelle en vrai Don't Grow Up. Ouais. Et c'est un film sur le passage de l'adolescence, le passage de l'enfance à l'adolescence, Okay. et de l'adolescence à l'âge adulte. Malheureusement, dans le trailer, on voit des zombies, des choses comme ça. Enfin, c'est même pas d'ailleurs des zombies, c'est des infectés. Sinon, on va avoir des trucs sur les blogs. Mais il est beaucoup plus intéressant que ça, parce qu'en fait, le sujet du film, c'est ça. Et c'est hyper intéressant parce que quand on regarde le film, et moi, c'est un des films que j'ai fait que je préfère, parce qu'il y a un travail très personnel sur justement ça, le travail de l'âge, le passage de l'adolescence à l'âge adulte, quoi. Voilà. Et du coup, donc t'as j'ai fait des trucs très très différents. Ouais. 4 films de fiction très différents. C'est sûr qu'entre celui-là et l'Odyssée, on a un monde qui est séparé. Oui, et SK1, par exemple. Et SK1. Guy Georges, tu vois, un fait réel, horrible. Ouais, j'ai adoré ce film d'ailleurs. Traité de manière très, enfin voilà. C'est un film à voir, hein, c'est vraiment un beau film. De manière générale, si on vient de voir pour de la fiction, comment on doit te pitcher, comment un réalisateur te pitch un film et qu'est-ce qui va faire que tu auras envie de le filmer? C'est d'abord le scénario, et ensuite c'est de rencontrer le réalisateur et de me rendre compte, en discutant avec le réalisateur, que la vision que j'ai eue du scénario, ma vision de son scénario, elle colle avec la vision du réalisateur. Et que ta vision que tu as du scénario colle avec celle du réalisateur, voilà, c'est ça? Voilà. C'est comme ça que je vais me dire, c'est un beau projet à faire. Et qu'ensuite, on a le temps, les moyens ou pas, ou en tout cas, parce que les moyens, ça veut pas dire de l'argent. Le temps, ça veut dire le temps nécessaire. Il y a des films qui doivent être faits dans l'urgence. Il y a des films qui ne peuvent pas être faits dans l'urgence. Donc je ne dis pas, je vais regarder le budget, le nombre de jours de tournage, et puis je vais y aller, tu vois. Ouais. Mais en gros, tu lis le scénario, et après, il y a un dernier truc, c'est est-ce que ça correspond à l'envie, à l'énergie du moment? Est-ce que c'est ce film-là que j'ai envie de tourner? À ce moment-là, précis. À ce moment-là. Parce que, en fait, alors, évidemment, je dis ça, au moment où on me propose Call of the Dead, le but de la mort, je ne suis pas en train d'attendre depuis 10 ans de faire un film sur le but de la mort. C'est différent. Oui. C'est les premiers films, on expérimente, on doit expérimenter en tant que chef opérateur, on doit essayer des univers, mais bon, c'est la rencontre avec des réalisateurs, il faut commencer, il faut... Et c'était très intéressant d'ailleurs, c'était parce que c'était fun, parce que c'était un premier film comme sujet. rigolo, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a un soin à l'image qu'on est obligé d'apporter et qu'on doit faire avec 2 feux de camp et un néon vert, on doit créer une ambiance de bande dessinée, donc voilà. Mais c'est vrai que depuis l'Odyssée, je lis. Alors bon, c'est très compliqué. Il y a les films qui se font, qui vont pas se faire, sur lesquels on est en compétition, qu'on a envie de tourner, mais les gens n'ont pas envie de toi. Puis après, les gens qui ont envie de toi, t'as pas forcément envie de faire le film. Ouais. Où tu rencontres le réalisateur, finalement, t'es un peu moins d'accord avec la vision qu'il va avoir, tu vois. Ouais. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en 2 rendez-vous, on va s'engager pour 3 ou 6 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est plus compliqué de se dire, ok, j'y vais, je vais passer 6 mois avec cette personne. Parce qu'à la fin, c'est quand même du temps qu'on passe avec des gens.
Et c'est quand même du temps, c'est de la vie. C'est de la vie quotidienne, quoi. Et comment tu découpes ton temps entre justement les propositions de fiction et la publicité ? La fiction, c'est... La publicité, j'adore parce que c'est un super laboratoire. Mhm. J'essaye plein de choses, plein d'univers, je rencontre plein de réalisateurs très brillants. Ça apprend ce que c'est que la direction artistique, faire une bonne direction artistique, et ensuite la mettre en œuvre, l'appliquer, évidemment. Et le long métrage, c'est un plaisir qui se lie dans l'aventure. C'est un plaisir où je peux expérimenter. Finalement, j'expérimente moins de choses, mais plus en profondeur. Ouais. Donc ça fait aussi partie de mon expérimentation et mon apprentissage. Je vois vraiment mon métier et je prends mon plaisir dans l'apprentissage. Dans le fait d'apprendre et de progresser. C'est ça qui me fait vraiment triper, tu vois. C'est quoi les trucs que t'as appris récemment ? Des trucs où tu t'es dit, putain, ouais, ça, Non, mais c'est rien parfois. C'est rien. Oui, mais justement, j'ai rien... éclairé avec 2 ampoules et j'ai fait toute une scène avec ces 2 ampoules et je me suis rendu compte que c'était super, que ça avait des petites ombres croisées, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des choses qui sont parfois... je peux même pas te dire parce qu'après, si tu les assimiles, t'as l'impression de les avoir toujours... T'as l'impression que tu sais ça depuis toujours, tu vois. Voilà. Après, le long métrage, c'est un apprentissage beaucoup plus long, beaucoup plus... il faut être... c'est un autre rythme. C'est ce qui est un petit peu difficile quand tu passes de la pub au long métrage. La pub, il y a un truc d'énergie. Au long métrage, il y a un truc un peu plus calme, plus posé. Le rythme des gens est différent. Et il faut rentrer dans ce rythme-là. T'es pas là pour imposer ton rythme, tu vois. Et en même temps, les gens aiment bien travailler, ou les gens qui aiment bien travailler avec moi en long métrage, il y en a qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas, ils sont aussi contents de retrouver cette petite énergie, quoi. Cette petite énergie que je vais amener parce que moi, j'ai tourné toute l'année sur plein de films, je me suis baladé dans le monde entier. Ouais. Voilà. Honnêtement, j'essaye de pas trop réfléchir. Je sais que quand je vais sur un long métrage, c'est parce que j'ai envie d'y aller, parce que je suis en forme physique pour y aller, parce que j'ai aimé le scénario, parce que j'ai le temps de faire ce film et je me donne à fond. Voilà. Et comment tu décrirais ton métier ? Je vais la refaire. J'ai posé cette question à Maxime aussi dans l'épisode 1. J'ai demandé de décrire ton métier, donc de chef opérateur, sans utiliser les mots image, lumière et cadre. Ouais. C'est pas un problème. Alors du coup, c'est quoi le métier j'en de sais chef rien du tout. D'accord. Ok, impro. Stand-up. J'ai l'impression que c'est un... Non. Mon métier de chef opérateur, qu'est-ce qu'il en reste à la fin ? Je crois que mon métier de chef opérateur, c'est d'accompagner une histoire visuellement, tu vois, et de participer à la fabrication d'un film et à l'épanouissement des acteurs à un instant T qui est le tournage, tu vois. Parce que, évidemment, les acteurs, il y a aussi la préparation, il y a après, etc. Moi, c'est un petit peu ça, je pense, mon travail. J'ai vraiment la sensation, dans cette collaboration, d'accompagnement. J'ai pas l'impression de faire le cadre, parce que je fais pas le cadre, en fait. Je fais pas l'image. C'est-à-dire ? On est plein à faire l'image, quoi. Le chef décorateur, le chef costumière, le réalisateur, l'étalonneur, le truqueur. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai posé la fondation. Donc forcément, mais bon, tu vois, si les finitions sont pas bien sur la fondation, le rendu sera pas bien. Ouais. Mais c'est tout. Au final, il y a pas de, si les décors sont pas justes, l'image sera pas juste. Si les acteurs sont pas justes, l'image sera pas juste parce que tu filmes pas des décors, tu filmes des personnages. Est-ce que tu travailles beaucoup en collaboration avec les chefs décorateurs, parce qu'il y a toujours un lien dans tous tes films hyper fort entre les tonalités des décors et de la lumière. Du coup, est-ce que tu parles beaucoup avec eux ? Oui. Et parfois, quand je suis, même quand je suis pas d'accord, ou quand j'ai pas eu, ou quand je me suis trompé, que c'était pas la bonne idée ce que j'avais demandé, et que intelligemment le chef décorateur, la chef costumière a résisté, de toute façon, je n'éclaire jamais un décor contre le décor. C'est-à-dire ?
Je sais pas si c'est un loft blanc et que je dois faire un thriller dedans et que j'étais arrivé en me disant je vais faire Seven, la séquence où il rentre dans le truc du serial killer. Je vais pas essayer de copier ce qu'a fait Darius Khondji dans une pièce toute noire avec des murs suintants alors que je suis dans un décor mat, tout blanc, avec des fenêtres. Et je vais essayer de créer l'angoisse avec ce que j'ai. Je vais jamais contre le décor et contre ce qu'on m'a donné à filmer. Si j'avais envie de faire du rouge et qu'il faut pas filmer en rouge, eh ben je ferai pas du rouge, même si j'avais envie d'en faire. Parce que tu faut jamais contraindre les choses et évidemment qu'on travaille main dans la main. Déjà, c'est tellement agréable de travailler avec un chef décorateur. C'est tellement agréable de travailler avec une chef costumière. C'est tellement des moments de collégial, d'enthousiasme, d'émulation, on rencontre des gens qui sont hyper intéressants, qui ont une autre vision du film. C'est génial quand même, chef costumière sur un film, avoir une vision à travers... je vais raconter l'histoire avec des vêtements, avec des tissus, avec des matières, avec des coupes. Ouais. Ça, c'est quand même assez dingue, quoi. Ouais, c'est clair. Quand tu réfléchis, tu vois. Ouais, de raconter l'histoire à travers ça aussi, quoi. Je vais mettre un petit truc... Dans le film, par exemple, avec François Rousselet de Mark et Spencer, sur toutes les scènes, il y a un lien hyper fort entre les tonalités en termes de couleurs et le décor ou les costumes. Le premier plan, c'est un bébé, c'est quasiment que une palette de bleu. Bien sûr, ensuite, il y a la serveuse, c'est du rose et du Alors ça, du beige. c'est très en publicité, on rentre vachement plus dans le détail parce que on a moins de secondes à l'image. Ouais. Donc on a besoin de créer des images plus fortes. Et parfois, c'est pas une image juste qui va faire passer l'émotion, parce que qui va t'expliquer, pas de dialogue, le sens. très souvent. C'est 2 secondes, donc parfois il faut exagérer. C'est plus dans la caricature. Ouais. Parce que évidemment, c'est comme là, expliquer mon métier de chef opérateur en enlevant ces 3 mots. Je vais te dire, en fait, je vais pas réellement bien t'expliquer, tu vois. Je vais essayer de mettre des mots, même quitte à ce que la phrase n'ait pas de sens, d'accompagnement, de visuel, de narration, parce qu'à la fin, on aura retenu que c'est ça, quoi. Un accompagnement, la narration visuelle, ou peu importe, tu mets les mots comme tu veux, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, la pub aussi. Et pour finir... T'as 2 secondes, quoi. Pour finir, si tu devais donner un conseil à un jeune chef-op, même quelqu'un qui a quasiment pas fait de film... Alors, c'est quoi le plus chef opérateur si t'as pas fait de film ou Non, ce que je veux dire, c'est... non, mais c'est une bonne question. Tu t'as quasiment rien fait. À quel moment t'es chef opérateur ? À quel moment t'es chef-op et de quoi t'as besoin pour commencer, en fait ? C'est quoi la différence entre faire des images et être chef opérateur ? Est-ce que parce que tu fais des images, t'es chef opérateur ? C'est une bonne question. Tu vois ? Ouais. Qu'est-ce que c'est mon métier de chef opérateur ? Sur un plateau, quand il y a 200 camions, quand on est 110, 120... c'est pas faire des images, hein. C'est pas que faire des images. J'ai parlé à la production, je suis chef opérateur, chef des opérations liées à l'image. Chef de poste aussi. Ouais, mais ça fait partie de ton boulot, quoi. Ouais. Tu vois, t'es pas juste là dans ta bulle avec ta palette, ton écharpe et à te prendre pour un peintre. Laissez-moi peindre, monte-moi ma toile. Tu vois ? C'est la différence. Tu peux faire des images, faire ton film dans ton coin et pour autant pas être chef opérateur. Alors on a inventé plein de nouveaux mots, les filmmakers, tu vois, tout ça, il y a pas de... Cinématographeur. D'ailleurs, je sais pas trop la différence entre directeur de la photo, cinématographeur, donc chef-op, il y a beaucoup de mots pour le... Il y a beaucoup de mots, alors il y en a que c'est lié au fait que tu cadres ou pas que tu cadres, c'est lié à la différence entre... c'est les mots anglo-saxons qui sont traduits en français, c'est lié à ce que tu dis, enfin, l'histoire du cinéma, enfin... Peu importe, en tous les cas, je fais une petite distinction entre fabriquer de l'image et être chef opérateur sur un plateau de cinéma ou sur un plateau de publicité. Et ça commence, tu vois, c'est juste... Et même si fabriquer l'image est une partie très importante du métier de chef opérateur, mais c'est pas être chef opérateur. Fabriquer une image, c'est pas être chef opérateur. Ouais. Chef opérateur, c'est accompagner le film dans sa préparation, savoir manager une équipe, enfin il y a beaucoup d'autres choses, tu vois. Donc tu peux être chef opérateur, tu commences à être réellement chef opérateur quand tu commences à intégrer ton processus de fabrication de l'image dans un travail commun avec un réalisateur plus global. Et c'est là où tu commences à voir un petit peu, te dire ah ouais effectivement, voilà, si t'as 15 jours, t'es tout seul avec ta caméra, tu veux faire une séquence en chien-loup de génial avec t'as qu'un seul acteur, etc. Tu vas faire un truc qu'on va jamais réussir à faire, nous, sur un gros film, parce qu'on va jamais avoir 15 jours, parce qu'on va te donner un instant T. Et les décisions que tu vas devoir prendre, elles sont pas liées qu'à l'image. Tu peux pas travailler égoïstement dans ton domaine, dans ton giron, en disant, moi, je fais l'image, démerdez-vous, quoi, avec le reste, quoi. Donnez-moi le fric, donnez-moi le temps. Ouais. C'est pas comme ça.
Ouais. Et tu fais pas ton métier quand tu fais ça. Ok. Mais tu m'avais posé une autre question. Comment je le définirais, c'est ça? Ouais. Un conseil, c'est ça? Ouais. Ouais, ça c'était 2 questions en fait. Ouais. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est Ouais. les yeux. Regarde avec les yeux, prends ce plaisir-là, va à l'essence des émotions visuelles, des choses, avec tes yeux. Ouais. C'est la meilleure des machines, c'est le meilleur des objectifs, la meilleure des capteurs. Et justement, alors, Regarde et ensuite essaye de Ouais. voir comment tu arrives à le traduire avec ta caméra, en faisant des concessions qui seront liées à la technologie, tu vois. tu disais au début de l'interview qu'il y avait un côté un peu schizophrène dans ce métier, en tout cas dans l'appréciation de son travail. À la fois, tu aimes ton film, il y a des trucs qui te saoulent, et même dans les plus récents, etc. Moi, j'ai un rapport un peu schizophrène aussi à la direction de la photographie, dans le sens où mes 2 films préférés, c'est pour ça que je vais te poser la même question. J'ai pensé pendant longtemps que tous les films que j'aimais avaient une photographie incroyable, et pour moi c'était, enfin en tout cas belle dans le sens Ouais. esthétique du terme. Ouais. Mes 2 films préférés, c'est 2 films à la photographie opposée. Mon film préféré c'est Old Boy, Ouais. pour tout. Les costumes, la musique, la lumière, tout est cohérent en fait. Je vois à chaque fois que je le revois, il y a des choses que j'avais jamais vues avant. Voilà, film préféré. Deuxième film moins connu qui s'appelle Después de Lucia. C'est un film mexicain, il me semble. Ouais, mexicain, je crois. D'accord. Et c'est un film qui se compose d'uniquement sur 1h30 d'une quinzaine ou d'une vingtaine de plans. D'accord. Une scène, plan fixe, D'accord. où tout se passe dans le cadre, avec une actrice, 2 acteurs principaux comédiens, les autres ne le sont pas, et une image quasiment documentaire, et tout se joue dans le cadre. Ouais. Je m'en suis jamais rendu compte avant de le voir une deuxième fois, tellement Ouais. j'ai été happé par Ouais. l'histoire. Et la deuxième fois, je fais en fait, l'image est horrible, enfin, dans le sens Ouais, esthétique du terme, et il y a une coupe par scène. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est ça qui fait que le film est bien? Ou est-ce qu'il aurait pu être meilleur s'il avait eu plus de coupes? Ou Je vois pas comment le film peut être meilleur. D'accord. Et- Non, mais c'est important, c'est intéressant. Savoir si Et je remets rien en cause là-dedans. Et dans cette bizarrerie qu'on peut trouver au début, le dénouement a tellement de sens aussi dans ce plan séquence Génial. que tu ressors de ce film. Enfin, moi j'ai mis des semaines à m'en remettre. Je l'ai pas vu, faut que je le voie. Bah alors, il y a plein de gens. Il a pas été beaucoup vu, il a pas des critiques dithyrambiques, mais. Oui, il t'a touché. Ah, moi il m'a bouleversé quoi, C'est génial. de A à Z. Et pourtant, j'attache une importance monstrueuse à la photo, et en même temps là. Elle a l'air quasiment absente en fait. Il n'y a pas de lumière. Enfin, en tout cas, on dirait qu'il n'y a pas d'éclairage. Bien sûr. Et du coup, toi, c'est quoi tes films de référence où la photo est vraiment en accord avec la narration? Waouh. T'as pas le droit de faire ça. Non, c'est pas bien. Moi, c'est tous les films de Paul Thomas Anderson. Ouais. Tu vois, j'adore Inarritu. Mais bon, après, voilà, c'est pas ça que. C'est Apocalypse Now. Et s'il y avait, C'est Le Parrain. s'il y avait un film dont la photographie tu vois, raconte bien l'histoire. j'adore plein de mouvements. Tu vois, j'adore Clute, j'adore Gordon Willis, j'adore la manière sophistiquée dans les 70. En fait, j'aime beaucoup, et j'adore les chefs-op contemporains. Je suis un grand fan, comme tout le monde, Hidkins, Chivo, Prieto, peu importe, enfin, Van Tema, enfin, tous ces gens-là, Bradford Young, enfin, Ouais. j'aime tout, et là, je parle des connus, mais il y a plein de chefs opérateurs que j'adore, et qui me surprennent, et qui me sont... J'ai vraiment un truc, j'adore Benoît Deby, Ouais. j'adore Darius Khondji, qui font des choses complètement différentes, qui ont une Ouais. façon de tourner complètement différente. Et Darius Khondji, il fait plein de styles aussi. Ouais, mais en fait, à chaque fois, de toute façon, je vais être impressionné par des films, même qui sont pas bien, pas réussis, mais je vais avoir des émotions, des choses comme ça. Après, il y a un truc sur... moi, c'est vraiment Apocalypse Now et Le Parrain et tous ces films-là qui sont pour moi... parce que j'aime le cinéma. Je prends bien mon temps pour le dire. Et j'aime bien quand je regarde du cinéma, et j'aime ce moment et ce côté classique que parfois il peut avoir le cinéma. Alors, il a du mal... C'est pas gênant, parce qu'il a parfois du mal à résister en ce moment à la modernité. Il faut être moderne, il faut que ça bouge ou pas. Nanana. Moi, j'aime ça, j'aime le cinéma, quoi. Alors, peu importe que ça bouge ou pas, ou que ça bouge pas, mais j'aime l'objet, le film, le moment,
J'aime le mouvement de caméra, j'aime les plans bien éclairés, j'aime les plans mal éclairés, du moment que ça me raconte quelque chose. Après, il y a tout un travail. Quand tu es chef opérateur, tu as envie à un moment donné de rêver d'être sur ces plateaux. Alors, le film que tu aurais rêvé d'éclairer? C'est très très difficile. Mais je dirais Apocalypse Now. Ouais. En connaissance de cause du tournage et de l'horreur que ça a été. Ouais, mais je pense que ça c'est. Je pense que c'était. Ça valait le coup. Quand tu imagines faire ce film, tu vois, juste après la guerre du Vietnam, à moitié dedans, etc. Les dingue. trucs. Oui, ça a été fait pas longtemps après, finalement. Tu vois, tu retournes là-bas, t'as des hélicoptères, tu vois, les armes elles sont fumantes, c'est pas un décor de cinéma, quoi. Ouais. Tu vois, tu es en train de faire un truc qui est dans le traumatisme. Ça, je me rapproche un peu de ce que j'ai fait sur SK1, tu vois. On faisait le film et on se disait, bon, quand tu veux mettre une petite lumière blanche contre-jour, tu te rappelles quand même qu'il y a les familles de victimes, il y a des victimes, il y a des gens qui ont souffert. T'es pas là pour faire un moment cool, tu vois. C'est un moment de cinéma, il faut respecter quelques règles pour que ce soit un film. Mais, et Apocalypse Now, quand tu replaces le truc dans son contexte, et en même temps, ils font un objet bizarre, c'est un opéra, c'est baroque, c'est beau, c'est tout ce que tu veux, machin. Mais t'as un truc de réel, ouais, c'était l'horreur, mais c'est peut-être l'horreur aussi comme la guerre, c'est peut-être l'horreur comme retourner là-bas. Oui, il y a des parallèles entre le tournage et le... Et en même temps, qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte ça, tu vois. Ouais. Mais je te le dis parce que ça fait intelligent, Apocalypse Now, je pourrais t'en dire 20. Tu vois, non, mais c'est celui qui te vient à l'idée. Des films, voilà, parce qu'en plus, c'est par en plus, il y a tout le fantasme du chef opérateur italien, Storaro, tu vois, du peintre de toute cette époque. Tu vois, la grande époque des chefs opérateurs italiens qui ont travaillé partout dans le monde et tout ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est le chef opérateur comme un artiste, c'est le chef opérateur comme un peintre, comme un metteur en images, tu vois. Donc c'est plutôt, tu vois, c'est un peu moins chef opérateur comme un technicien ou chef opérateur comme un mec, un espèce de cascadeur de l'image qui peut prendre une caméra, courir dans un escalier. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu peux avoir un peu plus maintenant, quoi. Ouais, il y en a carrément des ninjas, quoi. Ouais, c'est un peu ça, le truc, tu vois. Moi, j'adore faire ça. J'adore avoir un rapport physique aux choses, un rapport physique à la caméra, etc. Porter, que ce soit un peu lourd, je transpire, je sais pas si je vais sortir le plan, etc. Mais c'est aussi pour ça que je te disais avant, je vais la poser sur un cube, je vais réfléchir. Il y a un moment pour transpirer, pour rigoler, pour être dans l'adrénaline. Puis un moment aussi pour se positionner par rapport aux choses et chercher un point de vue. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça que tu fais quand tu cherches un cadre. Tu cherches pas un cadre. Le cadre, franchement, tu regardes bien, le mot est pas si positif que ça, quoi. Chercher un cadre aux choses, c'est un petit peu quand même anti la liberté, quoi. Exactement. D'ailleurs, on va finir là-dessus. Il y a une question dans le bouquin, alors toujours le bouquin, l'œil à la caméra. Il y a vraiment une question sur la posture du chef opérateur et du cadre, parce que de manière générale, il pose la question, est-ce que cadrer, c'est-à-dire faire le choix de cadrer et de définir quelque chose, c'est pas emprisonner déjà les comédiens dans un cadre, et c'est un manque de liberté, surtout dans le plan fixe. Et le mec allait assez loin dans le truc. Ça dépend, si tu leur mets des marques, t'es dans un manque de liberté. C'est ça. Si tu fais ton film mexicain, ou si l'acteur ou Girlfriend Experience avec Soderbergh, où ils s'engueulent, ils sortent du cadre, ils rentrent dans le cadre, il y a un sofa, tu filmes, t'as juste posé la caméra chez eux, et dommage, finalement la scène se passe dans la cuisine. Je suis désolé les gars, je veux pas intervenir. Ouais. Tu vois, c'est un peu ça qui te raconte ce genre de... Non, j'allais un petit peu loin juste parce que... Et j'adore le métier de cadreur, hein. C'est quelque chose, tu vois, le moment où tu cadres, où travaillais, tu vois, avec des cadreurs, des choses comme ça, en collaboration. C'est toujours... Bon, moi, je cadre tous mes films pour le moment parce que j'ai besoin de ça. T'accepterais qu'un réal cadre les films sur lesquels t'es directeur photo? Oui, il faut... mais oui et non, parce que j'ai envie de te dire, ça dépend ce que le réalisateur est venu chercher chez moi. Ouais. Voilà. Ce qu'il est venu me demander. Et si c'est cohérent avec ce qu'il m'a demandé, quand on s'est rencontrés, ce qu'on s'est dit du film, et si j'ai moi besoin dans ce film que le film ressemble à ce qu'il fait dans son travail, j'aurai aucun problème à le faire. Et pourquoi le mec est venu me dire je veux ça, que tu se fais tout le temps,
Mais je vais le faire moi, je vais dire, tu vas perdre ton temps en fait. Par contre, j'adore le moment où le mec prend la caméra parce que tu t'ouvres les yeux, t'apprends, tu regardes comment il se place, c'est toujours un truc, t'es toujours surpris, puis il se passe un truc cool. Il y a tu vois. une petite scène de making-of qui m'avait fasciné avec Kassovitz sur un film. Mais je vais dire, raté. ça se fait très simplement en général à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si le réalisateur a assez d'engagement pour venir te prendre la caméra des mains et pour le faire, faut toujours respecter ce moment-là. Ouais. Tu vois, faut pas castrer ce moment-là. Ouais. Et ça se fait toujours très naturellement. Tu récupères la caméra ou tu reviens la récupérer. Ouais. Parce que les 3 fois où tu as bu un café avec lui, si tu t'es engagé avec lui, c'est que tu t'es dit que malgré nos égos, notre tu vois, notre melon, tout ce que tu veux, tu l'appelles comme tu veux, je suis en face de gens honnêtes et naturels. Ouais. Et que dans la vérité du moment, il me rendra ou pas la caméra. Ouais. Et moi, des fois, je suis surpris parce que le réel, il va prendre la caméra et puis en fait, j'avais pas du tout compris en fait ce qu'il voulait filmer et je comprends ce qu'il va filmer, tu vois. Parce que du coup dans un extrait de Babylon AD, donc le making of, Mathieu Kassovitz à un moment prend la caméra pour une scène de combat. Ouais. Le mec est donc tout est lighté, etc. Il est à fond dans son dans son action. Alors après le film on en pense qu'on veut et Mathieu Kassovitz aussi. Par contre on sent que il avait du bien, moi. il avait besoin d'être dedans. Et en tout cas pour mon expérience, en tout cas depuis je bosse mais avec regarde Mathieu. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il vit à ce moment-là, il faudra lui poser la question, j'espère que tu auras l'occasion de l'interviewer. Il y a pas longtemps, il a fait un match de boxe, etc. Il était dans un moment de vérité. C'est quelqu'un qui aime ça, qui a un rapport à la violence personnelle, un rapport au combat, à la violence, je sais pas, trouvons le mot qu'il faut trouver, tu vois, peu importe le mot, il lui appartient. Mais il avait un moment à lui à vivre avec ce combat-là. Il n'était pas juste en train de faire le gamin, en train de se dire... Quand tu le vois après boxer 10 ans plus tard, tu comprends le moment où il prend la caméra pour boxer. Ah, mais il boxait aussi avec sa voilà, caméra. C'était son truc, il avait envie de se voir le combat avec ses yeux, etc. Ça, je le comprends, mais mais c'est différent. Parce qu'à ce moment-là, il filme une scène de combat. Ouais. Après, il y a la différence, le cadrage, le problème quand tu fais un film comme l'Odyssée qui dure 90 jours, tu as posé un cadre le premier jour, tu as posé un cadre le dernier jour, mais les deux... alors que tu vas y penser à 6 mois de différence, ils doivent être nourris par la même réflexion. Ouais. Tu vois ? Ouais. Est-ce qu'un réalisateur peut avoir assez de place dans son esprit pour être sûr de garder cette continuité, tu vois ? À moins qu'il veuille la détruire. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre type de cinéma, tu vois. Et je te pose cette question parce que dans les récentes pubs que j'ai faites, les seuls moments problématiques où j'avais pas ce que je voulais au cadre avec mon chef-op, enfin c'était 2 chefs-op différents en l'occurrence, c'était quand je voulais un mouvement de flottement d'épaule et que j'ai dû expliquer par 4 ou 5 reprises tel que ça devait rendre pour moi, et au final en fait en regardant les pubs, il est toujours pas ce que je voulais, le flottement il est pas, et c'est dur à expliquer en fait. Et c'est des moments où je l'ai pas fait d'ailleurs, où j'avais envie de dire attends, en fait est-ce que je peux le faire parce que ça va aller plus vite, et puis mais est-ce que tu sauras le regarder si tu le fais? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Est-ce que tu sauras le regarder? Est-ce que tu vas juste te rassurer? Parce que tu l'auras fait, tu te seras dit ce sera le bon truc, parce que c'est moi qui l'ai fait, et c'est comme c'est moi qui décide, c'était le bon truc à faire. Faut se méfier de ça. Est-ce qu'il y a un bon mouvement d'épaule? Je sais pas en fait. Moi, tu vois, là tu reviens sur le truc de Godard avec son mouvement d'épaule. C'est que là tu t'es dit qu'il y avait un mouvement, une certaine façon de filmer à l'épaule, ou un certain truc, tu vois. Alors après, t'avais peut-être pas le bon outil, parce qu'il y a plein d'outils pour filmer à l'épaule. En fait, t'avais peut-être pas le bon objectif. C'était un effet de flottement que je souhaitais et qui me convenait pas. Après, l'autre raison pour laquelle j'ai voulu... Mais bon, j'étais pas là sur le film. Ça, l'autre raison pour laquelle je voulais filmer, et c'était très, très différent. Et là, pareil, je sais pas si ma posture était bonne. En tout cas, j'ai pas filmé parce que j'ai oublié. C'était une scène de danse. On était au milieu, dans une soirée avec plein de gens autour. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux filmer ça? Ça va me faire kiffer. J'ai envie de kiffer. Et puis au final, en fait, on a tout mis en place. Ok, tournée, action. Et en fait, j'ai fait tiens, j'ai oublié de filmer. Et puis j'ai autant kiffé. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense que sur certains films, je sais pas si c'est bon pour le projet. Il y a des moments où tenir la caméra et vivre le truc. Comme tu dis, moi, je sais pas si c'est pour une bonne raison. Ça m'est déjà arrivé de donner la caméra dans les mains du réalisateur quand je sentais qu'il était en décalage avec la réalité. Ouais. Et que du coup, pour lui faire voir à travers la caméra. Non, mais juste qu'il se remette dans la réalité de ce que c'est la scène. Mais en même temps... C'était pour lui faire comprendre quelque chose ou pour qu'il le filme Non, pour faire comprendre que... Non, pour le mettre dans la réalité.
Pour pas qu'ils soient exclus de ce moment-là, de l'énergie du moment. Parce que parfois, derrière le combo, quand c'est un peu loin ou quand il y a quelque chose, il y a un petit décalage. Ouais. Donc pour faire ressentir la scène comme je l'ai ressenti, pour qu'ils comprennent des choses que j'ai compris en la filmant. Qui sont durs à expliquer avec les mots parfois. Oui, et puis ça met un peu dans l'énergie, puis après t'es bien, puis après tu reprends la caméra, mais... Parce que c'est important, tu vois, de temps en temps, et comme de temps en temps, le réalisateur, il va te recadrer et te remettre toi dans ton énergie, parce que t'es pas dans la bonne énergie. Ouais. Après, très honnêtement, le cadré, pas cadré, qui cadre... moi, j'ai appris un truc, c'est que tout se fait très naturellement. Ouais, c'est du feeling. Voilà, quoi. et petit à petit, tu lâcheras ou pas la caméra, et à tes risques et périls. Ouais. Dans les deux sens. Quoi. Dans les deux sens. Non, mais je veux dire, dans les deux sens. Ouais. Dis-toi bien que de toute façon, je veux dire, tu as choisi quelqu'un qui est censé t'amener quelque chose, et à ce moment-là, tu te replies sur toi-même. C'est peut-être le bon moment, ou peut-être pas. Mais peut-être qu'en pas te repliant sur toi-même, en laissant à quelqu'un et en cherchant, tu vas trouver autre chose. Ouais. Et peut-être que ton idée de flottement n'était pas la bonne. Aussi, ouais. Donc tu vas pas voir. Donc voilà, mais bon, ça c'est hyper dur de le ressentir. Par contre, je comprends complètement en ce moment moi aussi j'ai envie de kiffer un peu, quoi. J'ai envie de faire mon tour de manège. C'est normal, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je le comprends complètement, c'est un tel plaisir. Après attention, tu vas faire décrocher ton chef opérateur. Ouais. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir un rapport à la caméra parce que j'ai besoin d'être dans la fabrication du film, au contact. Carrément. Tu vois, à la limite, à la frontière de là où ça se fabrique. Ouais. Si d'un coup, je commence à regarder, à imaginer l'image, à plus la vivre, tu vois. Après, je pense que quand je fais ça, c'était plus dans genre, putain, j'ai bien envie de faire une prise quand même. Non, mais je comprends complètement. Et après prendre du recul aussi et de laisser... Si t'en avais envie, il faut le faire. Ouais. Ça n'a rien d'intellectuel. Enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon dans ce genre de cas. Hein. Ouais. Ça, clairement, il n'y en a pas, mais... Ouais. Voilà. Ok. Eh bien, on arrive à la fin de l'épisode 3 de Caméflex. Merci beaucoup. De rien. J'espère que ça vous aura tous intéressé autant que moi. Et puis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. L'épisode 4, on passe au maquillage. On passe au maquillage avec une maquilleuse d'expérience qui a vécu le passage aussi au numérique et qui a changé énormément de choses pour ce métier-là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir l'interviewer. Et puis à la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute, vous êtes chaque jour un peu plus nombreux. Continuez à en parler autour de vous, si vous avez des proches qui veulent se lancer dans le cinéma et qui veulent découvrir ces métiers, j'espère que ça pourra les aider. Ou alors parlez-en à votre grand-oncle, celui qui comprend jamais votre métier et qui à chaque repas de Noël vous demande ce que vous faites. Alors c'est l'occasion ou jamais d'éclaircir les choses, une bonne fois pour toutes. À la semaine prochaine pour l'épisode 4, salut!